Bonjour et bienvenue dans le podcast Panajou. Alors, je vais faire ma petite intro habituelle. Moi, c'est Deftom, je suis photographe et je suis aussi l'animateur de ce podcast. Et Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865. Et c'est aussi aujourd'hui un site en ligne sur panajou.fr pour acheter du matériel photo et vidéo. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Echen. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Nickel. Émilie, tu es photographe ? Oui. Mais pas que. On va parler de ton parcours, de ton métier, de tout ce que tu fais et de tout ce que tu as pu faire. Mais on va commencer juste par t'introduire. Et comment te présentes-tu ? Comment te présenterais-tu à des personnes qui ne te connaissent pas ? Je suis photographe très diversifiée. Je fais à la fois du social avec des mariages, des séances lifestyle. Et je travaille beaucoup avec des pros de différents univers. Ça va des profs de yoga au restaurant, tout ça. Et je suis, je pense, nomade sédentaire, c'est-à-dire que je vis dans un van, je travaille du coup sur un gros secteur sud-ouest, mais donc j'aime bien dire que je suis photographe nomade, mais du coup je recale après en disant photographe nomade sur le sud-ouest. Je fais vraiment pas toute la France, etc. Donc voilà, je fais ça une très grande partie de l'année, et dès que c'est l'hiver et qu'il fait froid, je retourne me poser sur la côte landaise dans un appartement. On va y revenir justement. Voilà. T'es un appartement que t'as pas toute l'année ? Non, que l'hiver, que quand il fait froid. Ok. Parce que c'est vrai que quand on voit ton site, pas ton site internet, justement ton compte Instagram, on peut vite se dire, ok, photographe mariage. Bon, alors c'est quand même une grosse partie de ton travail à l'année, mais en fait tu fais pas que ça du tout. Ouais. Sur mon Instagram, t'as l'impression moi j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mariages. En tout cas, là, je me dis, oh là là, j'en ai pas posté depuis longtemps. Mais ou en tout cas des photos de couple. Ça peut être des séances lifestyle en fait, c'est ça que je veux dire. Complètement. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de ça. Je mets moins les pros, je sais pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, Instagram est très monotache en fait. Faut que tu gardes une certaine cohérence, et je pense que si tu montrais des pubs de... complètement, oui. Je mets plus en avant les pros que je prends en photo dans la nature, etc. Parce qu'effectivement, c'est le mood de mon Insta et moi en particulier. Ouais. Et je vais moins mettre les restos, les trucs comme ça. Mais si j'étais sérieuse, il serait à jour sur mon site. Il faut que je le fasse. Ça, c'est toujours chiant aussi. Oui. Ok. Pour que les gens le sachent, toi et moi, on se connaît très bien. Oui. C'est pour ça que déjà, dès l'intro, c'est très naturel. On va parler... Moi, je sais quelques éléments, évidemment, mais on est dans un podcast, on s'adresse à des gens qui ne te connaissent pas forcément, ou qui te connaissent, mais qui voudraient en savoir plus sur toi. Quel est ton parcours, et disons surtout comment tu as commencé la photographie ? Alors, mon parcours... Je vais revenir J'étais étudiante en droit, donc j'ai 2 masters en droit. J'ai fait des longues études du coup de droit criminel. Et pendant mes études, j'avais ouvert un blog pour poster des photos. Alors, pas forcément voyage à l'époque, parce que j'étais étudiante et j'avais pas l'argent de voyager. Ou alors, je faisais vraiment des petits week-ends par-ci par-là en France, etc. Mais pas de grands voyages, ça s'est venu un peu plus tard sur le blog. Mais mon quotidien, les sorties, les trucs comme ça. Et je pense que j'étais quand même sensible à l'image, parce que du coup, je faisais quand même très attention aux photos que je postais. Alors, si je dis ça et qu'on va voir les vieilles photos de mon blog, je pense qu'on va rigoler. Oui. Mais pour tout le monde pareil, je crois. Parce que de mémoire, ça devait être vers 2011, 2012. Non, même il y a plus longtemps, parce que sinon ça ferait 10 ans. Bon, bref, c'était il y a très longtemps. Et donc j'ai commencé la photo comme ça. Enfin, j'en faisais beaucoup petite avec l'argentique, mais j'avais laissé tomber. Ah, t'as commencé par l'argentique ? Oui, petite. Ma mère adorait la photo, donc Ouais. on avait tout le temps des appareils, on avait des albums énormes de toute mon enfance, et elle était vraiment cool parce que je pense que ça coûtait quelque chose, quoi, de les faire développer et tout, et c'était quartier libre. Ah oui. Vraiment, je pouvais... et du coup, c'était tellement drôle. Je prenais en photo ma petite sœur. Je suis une fan de Buffy. Les dossiers qui ressortent. Et du coup, alors j'avais
13-14 ans, je pense. Mais alors, je déguisais ma petite sœur et je lui faisais faire je me faisais des mises en scène et je prenais en photo ma petite sœur. Et donc voilà, c'était très drôle. Après, quand on développait les pellicules, j'avais fait des photos dans un cimetière avec un pieu. Enfin bon. Ah oui. Ouais. Mais J'ai des photos à fond argentiques dans la très mise en drôles. scène. Oui, Non, mais je dis ça parce que tu l'es plus du tout aujourd'hui. Non. C'est ça qui est rigolo. Non, c'est vrai que quand j'étais petite, parce que tu pourrais filer un appareil argentique à un petit et lui dire amuse-toi et un peu photo de rue, quoi. Ouais. Et non, c'était pas ça, ouais. C'était plus directrice artistique, mes jeux quand j'étais petite. Ouais. Ah, ça c'est ouf. Il faudrait que je retrouve, c'est drôle. J'aimerais beaucoup les revoir. Et par contre, après, plus tard, tu vois, je me rappelle, on avait le premier iMac en couleur. Et là, j'avais commencé. Alors, je pense que c'était des pellicules scannées. Je ne pense pas que c'était du numérique. Et là, j'avais commencé à utiliser les logiciels pour faire des montages, des trucs comme ça. Donc, je rajoutais un ciel derrière. Vraiment, j'ai en tête des photos qui doivent être tellement drôles maintenant à regarder. Mais donc ça, c'est mes premiers contacts avec la photo, c'était ça. Puis, effectivement, plus grande, j'ai arrêté. Et j'ai de nouveau eu un réflexe quand j'avais... la vingtaine, je pense, un truc comme ça. Et c'est ce réflexe qui m'a donné envie, je pense aussi, de lancer le blog pour partager les photos que je prenais, qui était vraiment pas axé photo. C'était par exemple, j'allais dans un chouette resto, j'habitais à Toulouse à l'époque, j'allais dans un chouette resto, je prenais des photos et du coup, je les postais en disant cette adresse, elle est cool. Et c'est comme ça que ça m'a fait quand même un assez bon réseau sur Toulouse. Un mode influenceuse en fait. Oui, à l'époque, c'était pas du tout ça, mais ouais, complètement. Et ça m'a fait rencontrer plein de monde parce que du coup, quand tu vas manger dans un resto, tu parles pas forcément en proprio, mais quand tu fais des photos et qu'après ils les voient, donc, c'était plus sur Facebook que je partageais. Ils me demandaient s'ils pouvaient les réutiliser pour leur réseau. Et ça a commencé comme ça. Donc c'était en parallèle de mes études. J'ai fini mes études. J'ai cherché du travail. C'était vraiment galère. Et en parallèle, je commençais à avoir des demandes pour la photo suite à ce blog. Et autant des demandes de pros, de créateurs, de choses comme ça, que de particuliers. Je me rappelle de quelqu'un qui m'avait demandé de faire son mariage. Je trouvais ça improbable qu'on me demande ça. Et j'avais refusé. Parce que tu te sentais pas de le faire. Ouais, complètement. C'était... Et puis un jour, il y a eu un peu un déclic. Alors, entre-temps, il y a eu une autre demande de mariage d'une fille avec qui j'avais fait mes études. Là, pour le coup, j'ai accepté. Mais quand j'ai accepté, je pensais vraiment pas devenir photographe. J'étais encore sur essayer de trouver un travail, etc. Et donc, quand tu demandes pour faire les photos de ton mariage, en général, c'est 1 an avant. Et dans cette année-là, donc j'avais accepté ce mariage sans vraiment me dire que j'allais être photographe. Ouais. Et pendant cette année-là, je sais pas, il y a eu une réflexion qui s'est faite, un déclic, etc. Et là, je me suis dit, allez, ok, je me lance. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, tu vois, j'avais oublié, mais le déclic, ça s'est fait à un salon de l'emploi où je voyais des queues interminables pour faire des boulots qui me donnaient pas du tout envie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'embête à galérer à trouver un travail qui me donne pas envie, alors que je pourrais m'embêter et galérer à trouver un travail qui ne paye pas. À l'époque, je pensais ça. Et je me disais, à galérer dans les deux cas, autant faire un truc qui me plaît. Les gens, ils ont l'air de bien aimer mes photos. Et du coup, je me suis dit, allez, je me laisse 2 ans. Je m'étais dit, je me laisse 2 ans pour me tirer un SMIC. Puisque de toute façon, après 6 ans d'études, je ne trouvais que des entretiens d'embauche pour un SMIC. Donc, j'étais pas trop en mode... après 2 masters, ça fait... c'est quand même galère. Ah, c'était... Après, j'avais fait des ressources humaines, mais vraiment, le marché de l'emploi, il était pourri. Par contre, ça t'a servi, tes études de droit pour, Pas du tout. Ah ouais ? Ouais, je suis très mauvaise en tout ce qui est question juridique sur les droits à l'image, les trucs comme ça. Et je pense aussi que j'ai plus du tout envie. Ouais. Et... je sais que, par exemple, mon contrat de mariage que je fais signer au marié, il n'est pas ouf. Faudrait que je le fasse relire par un juriste. Mais l'idée, par exemple, l'idée de ce contrat, c'est plus d'ouvrir un dialogue avec les mariés s'il y a un truc qui ne leur va pas, qui est écrit dedans. Et comme ça, on en discute et tout. Mais sinon, je ne suis pas du tout... j'aurais pensé le contraire. Justement, que ça t'avait servi... Puis je suis vraiment pas rigide. Genre, je fais jamais signer de droit à l'image, de trucs comme ça, okay. Moi. Et j'ai un peu tout coupé avec ça, ouais. Non. Après, je pense que ça m'a servi dans la rigueur. Du coup, pas le droit,
Mais les 6 ans d'études à la fac où tu dois vraiment être organisé et tout, ça, en étant entrepreneur, c'est vraiment hyper utile. Je suis très carrée dans ma compta, dans tout. Donc je suis contente quand même d'avoir vécu cette vie avant d'être photographe. Peut-être que j'aurais pas réussi à m'organiser aussi bien, parce que je pense que c'est une de mes forces, dans le sens où si on est bien organisé, on peut vraiment travailler et être rentable et se consacrer aux photos plus qu'à autre chose, quoi. Mais ouais. Donc voilà, donc je me suis lancée et ça a vraiment bien marché, de par le blog, je pense, parce que j'avais justement ce réseau qui fait que les gens m'ont vite recommandé, et puis c'est parti très vite au bout de quelques mois. C'est à cette époque-là que tu avais donné le nom, parce que j'ai l'impression que tu l'utilises plus aujourd'hui, Remember Happiness Photographie. Oui, en fait... Ça, c'était ton nom de photographe. Oui, en fait, ça allait toujours. Mon site, c'est ça. C'est toujours ça, ouais. Et maintenant, un peu avec regret, parce qu'à l'époque, quand j'ai lancé ma boîte, du coup, j'avais hésité à garder mon nom, juste. Et le problème, c'est que j'ai un nom et chaîne, c'est vraiment très courant. Il y en a vraiment énormément. Je sais que tous mes boulots d'été que je faisais, où j'avais des bases de données clients, mais il y avait des milliers d'échaînes. Ah ouais, d'accord. Et quand je vais louer une voiture, on me dit « Ah, mais vous l'avez déjà louée, il y en a 15 ». C'est improbable. Ouais. Et t'es la seule que je connaisse. Je pense que c'est plus du côté de l'Ariège. Et comme j'étais à Toulouse, il y en avait vraiment beaucoup. Et je me suis dit « Ah, pour le référencement, ça va être galère ». Et donc, j'avais cherché un nom. Et alors, pour la petite histoire, ça avait un rapport avec mon blog. Puisque Remember Happiness, en soi, ça ne veut pas trop dire grand-chose. Mais mon blog... c'est toujours, parce qu'il existe toujours, A Way of Travel. Et c'était la citation Remember Happiness is a way of travel. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc j'avais fait ça, mais maintenant avec regret, parce qu'effectivement, mon Instagram, il a toujours été Émilie Echen. Maintenant, c'est lui qui marche le mieux. Et honnêtement, quand je me suis lancée, j'y croyais pas. Et je pensais pas que ça allait marcher. Et je pensais pas que ça allait marcher aussi bien, parce que maintenant, je me dis, oui... vu comment ça marche, je pense qu'on me trouverait... d'ailleurs, on me trouve facilement, je pense, en tapant Émilie Echen. Je pense que c'est moi qui... Je pense pas qu'il y a plein de photographes qui s'ellent Émilie Echen, parce qu'il y a toujours le prénom attaché au nom. Donc ouais, mais si, il y a quand même beaucoup d'Émilie. Mais peut-être pas des photographes, c'est sûr. Oui, mais voilà. Tu vois, oui, mais à l'époque, quand tu tapais Émilie Echen sur Facebook, tu tombais sur plein de gens qui s'appelaient Émilie Echen, qui faisaient des métiers différents et tout, mais sur des plateformes de trucs. Et alors, j'ai l'impression aussi que c'était lié à une époque où, à peu près les débuts d'Instagram d'ailleurs, c'est assez rigolo, où tous ceux qui lançaient une boîte, que ce soit photo ou pas, essayaient de trouver un nom original, un nom différent de leur propre nom. J'ai l'impression que maintenant, c'est un petit peu passé ça, que tu vas utiliser ton nom, ton prénom ou ton pseudo. T'as plus de sobriété, ouais. Je sais pas. Vraiment, il y avait vraiment une stratégie référencement. C'était vraiment uniquement pour ça. Ouais. Référencement internet, et après aussi pour que les gens ils se rappellent mieux. Mais c'était même pas ça, parce que se rappeler d'un nom anglais, j'avais conscience que ça allait être compliqué pour plein de gens, qu'ils allaient mal l'écrire et tout. Ouais, effectivement. Mais à refaire, je garderai mon nom juste. Émilie Echen. Ouais. Tu vas pas faire la transition petit à petit ? Des fois, j'y pense, mais ça voudrait dire changer l'URL de mon site. En fait, tu peux prendre les deux noms de domaine pendant 5 ans, par exemple, et l'autre n'est que juste qu'une redirection, en fait. Ouais, faire la transition. J'y pense, franchement. Mais du coup, refaire le logo, etc. T'es pas obligé d'avoir un logo, mais bon. T'es pas obligé d'avoir un logo, franchement. Moi, j'aime bien la partie com, et du coup, un branding et tout, mais justement, on va parler un peu de mariage. Ça représente une grosse part d'activité à l'année pour toi. Qu'est-ce que tu proposes comme prestation, et où est-ce que tu es disponible ? Justement, t'en parlais un tout petit peu en introduction. Où est-ce que tu privilégies le Sud-Ouest ? Je pense que tu as déjà donné à peu près la réponse. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu proposes comme prestation ? J'accompagne du coup les mariés sur la journée. C'est ça ta question, hein ? Ouais, c'est ça. Comment ça se passe ? Du coup, moi, je propose des forfaits qui commencent tout le temps aux préparatifs. C'est vraiment exceptionnel si je ne fais pas les préparatifs, parce que pour moi, c'est un moment essentiel du mariage, à la fois à avoir en photo, parce qu'on est avec nos plus proches, et je trouve qu'il y a vraiment une chouette ambiance, et c'est là que ça commence, quoi. On s'échauffe. C'est plus intime. Ouais, c'est ça. Après, la journée, elle part à toute vitesse, et il y a ce petit moment de plénitude au début qui est dommage de rater.
Et égoïstement pour moi, parce que ça me permet quand même de rencontrer les témoins, les parents souvent qui sont dans le coin, en tout cas des personnes proches. Quel égoïsme. Et, et non, mais c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus facile. Après, dans la journée, j'ai déjà créé un lien avec toutes ces personnes et quand j'ai besoin, je peux aller les voir, ils savent qui je suis. Si j'arrive et que c'est déjà dans le feu de l'action, cérémonie et tout, je suis que la photographe. Alors que si je fais les préparatifs, je suis Émilie et je suis cool et on me considère comme une invitée, etc. Donc c'est très rare que j'accepte de ne pas faire les préparatifs. Et ensuite, je les accompagne toujours jusqu'au coucher du soleil. Et quand ils le veulent, que ça vaut le coup, parce que je les conseille s'il faut le prendre ou pas, parce que des fois, ça ne vaut pas le coup de prendre la soirée. Je reste aussi pour la soirée. Et ensuite, je leur rends toutes les photos sur une galerie. Et s'ils veulent, uniquement s'ils veulent, ils commandent l'album. Et je leur envoie quand même des petits tirages parce que j'aime vraiment le côté papier. J'aime qu'ils découvrent leurs photos comme ça. Ouais. Donc, ils découvrent leurs photos avec des tirages. Ensuite, ils vont voir leur galerie. Et l'album, c'est vrai que je trouve... Pour moi, ce serait un indispensable de l'avoir avec. Après, c'est un certain budget. Et donc je considère pas qu'ils n'ont pas l'album, je considère qu'ils ont l'album quand ils le voudront, peut-être quand ils auront le budget plusieurs années après pour se faire plaisir, mais je l'inclus pas dans les forfaits pour cette raison. Ouais. C'est un supplément. Et tu fais forcément des séances lifestyle avec chaque couple ou c'est Non, c'est très rare au final. Ah oui ? Je pense que c'est une question géographique parce que donc moi je suis région sud-ouest. Alors ça m'arrive de temps en temps d'aller plus loin quand vraiment genre coup de cœur pour les mariés ou coup de cœur pour un endroit que j'ai vraiment envie de voir, etc. Mais sinon je reste là. Mais par contre mes mariés ils habitent rarement dans le coin. Ils habitent plus Paris, beaucoup à l'étranger des fois. Donc, c'est trop compliqué de prévoir une séance avant. Et je sais que beaucoup de photographes l'incluent. Et ils disent pas que c'est indispensable, mais que c'est utile en tout cas. Moi, je trouve ça cool, parce que si je les rencontre avant, c'est encore mieux. Maintenant, si je la fais pas, ça me manque vraiment pas le jour du mariage. Ouais, je vois. Mais par contre, justement, toi, personnellement, tu préfères faire des photos de mariage ou des photos de lifestyle dans le sens du rendu? Ouais. J'arriverai pas à dire parce que je peux comparer une séance à un mariage en particulier. Mais après, il peut y avoir un mariage que j'adore et une séance qui s'est mal passée. Et inversement, il y a des séances que j'adore et des mariages où à refaire, je les referai peut-être pas. Et après... Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'une séance lifestyle, j'ai l'impression que des fois, je dois beaucoup plus donner d'énergie. C'est moi qui donne l'énergie, qui... C'est moins du reportage que le mariage. Oui, voilà. Parce que je les guide pas forcément. J'essaie vraiment d'avoir le plus de naturel possible. Sauf que pour avoir le plus de naturel possible, il faut que moi, j'arrive à leur faire penser à autre chose. Donc, il faut que je sois en mode hyper détente, que je discute et que je fasse vraiment genre... On est potes. Alors, c'est pas calculé, ça se fait naturellement. Mais je me rends compte que je rentre de séances qui durent 1 à 2 heures vidées, la plupart du temps, parce que j'ai donné beaucoup d'énergie. Alors qu'en mariage, c'est très physique, mais j'ai l'impression d'être dans ma bulle et que personne me calcule. Alors, je parle avec les gens, je rigole et tout, mais il y a un côté où je contrôle rien de toute façon. Alors, je laisse la journée se passer, je prends en photo tout ce qui se passe, mais... Je suis pas en train de me dire là il faut que là on pourrait aller là-bas et là il y a le soleil là et nanana. Alors ça se passe pendant le petit quart d'heure où j'ai la séance couple où je suis un peu plus intense, mais c'est un quart d'heure, c'est pas 2 heures comme en séance. Et le reste du temps je prends en photo comme ça se passe et du coup c'est beaucoup plus reposant mentalement, pas physiquement, mais mentalement sur un mariage. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien ce côté-là. Le côté on me laisse tranquille, je fais ma petite vie et à la fin tout le monde est content avec les photos. Ouais, je vois. Quand tu as commencé le mariage et le lifestyle aussi d'une manière générale, mais la photo de couple, disons, pour généraliser, tu as eu des inspirations particulières ou tu as vraiment été à l'improvisation? Non, j'avais beaucoup. Déjà, j'avais des inspirations de photographes locaux, c'est-à-dire dans ma ville, à Toulouse, que j'aimais vraiment beaucoup et qui, en plus, me donnaient espoir que c'était possible de se lancer et d'en vivre. Donc, je pense à... Elle n'exerce plus, mais il y avait Emmanuel B que j'adorais, qui faisait des photos de mariage. En fait, aussi, j'avais une image du mariage très kitsch. Vraiment, moi, j'étais
anti-mariage. J'avais pas du tout envie de me marier. Je voyais des trucs, j'imaginais la robe meringue et tout. Donc vraiment, si on m'avait dit que tu vas faire des photos de mariage, je disais non, c'est pas possible. Et c'est en voyant ces photographes-là qui étaient modernes, on va dire, qui commençaient à faire des photos... Très fun, Emmanuelle. Très fun, ouais, vraiment. Et puis elle avait des mariés fun, quoi. Ouais. Je me rappelle, elle avait des mariés qui venaient se marier en short. Enfin, voilà, c'était le truc que moi, à l'époque, qui connaissais pas ce milieu, j'imaginais pas. Je voyais le truc hyper tradi. Donc déjà, je me suis dit, c'est possible d'en vivre. Il y a des mariés cool, donc ça me plairait trop. Donc, et après, effectivement, son travail, il m'inspirait aussi. Et pourquoi elle n'exerce plus juste entre parenthèses. Et je sais pas. Parce qu'elle n'avait pas l'âge de la retraite, quand même. Non. Maintenant, elle est partie, je crois, dans la com et le graphisme ou un truc comme ça. Plus, peut-être qu'elle avait fait aussi le tour. Ça faisait longtemps. Moi, je crois que déjà, quand j'ai débuté, du coup, la première année, je l'avais contactée. Je crois que j'avais fait un mariage avec elle. Et ça faisait déjà un moment qu'elle en faisait. Donc, peut-être aussi la lassitude. Je sais pas du tout. Donc, il y avait ça. Et après, beaucoup de photographes américains aussi... et encore maintenant, l'inspiration, elle vient quand même plus de ce côté-là. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, vraiment, les Américains sont avant-gardistes. Ouais. Mais alors pas que sur le mariage d'ailleurs, mais sur l'image en général. Hein. Ouais. C'est frustrant, non ? Moi, je trouve ça hyper pratique parce que ce soit effectivement pour l'inspiration de mariage en elle-même, mais aussi sur l'industrie, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche maintenant, quel réseau social marche. Je trouve que du coup, on a toujours un petit peu, si on regarde de l'autre côté, on se dit, ok, faut que je fasse gaffe parce que potentiellement, dans 2 ans, ça va faire comme eux. Et du coup, il faut que je mise plus sur Pinterest que sur Insta. Enfin, ça aide aussi à prévoir son marché. Voir les tendances et tout ça. Oui, par exemple, là, je me dis, aux États-Unis, c'est complètement la mode des élopements. Pas en France. Alors, c'est peut-être que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, ce serait fort probable que dans 2-3 ans, nous, ça soit arrivé chez nous et que du coup, là, ce soit plus les élopements qui marchent, plus que les gros mariages, etc. C'est quand même pratique d'avoir une vision. Ouais, non, alors je vois complètement. Stratégiquement, c'est pratique. Par contre, moi personnellement, même, je fais pas de mariage du tout, mais je vois le côté frustrant parce que ça veut dire quoi ? On n'est pas des manches à balai, tu vois, en France. On sait faire des images et ça veut dire qu'on n'est pas... on sait pas être original ? Mais... Je sais pas, parce que... Après, c'est toujours pareil. Les États-Unis, c'est tellement un grand pays qu'il y a beaucoup plus de talent. Enfin, je veux dire... Au mètre carré. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est statistique, quoi. Je pense que tu as beaucoup plus de très, très bons photographes sur un aussi grand pays qui a des paysages aussi grandioses et qui... Et aussi diversifiés. Voilà. Et avancer aussi dans la technologie, peut-être aussi. Enfin... Alors je dis des choses, j'en sais rien, je suis pas. Mais je me dis... Non, mais tu vois, financièrement, peut-être que la photo, elle est aussi beaucoup plus accessible là-bas. Tu vois, je sais pas, peut-être que. Et après, il y a un truc, je pense, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, et je pense qu'il y a un truc culturel. Ils sont beaucoup plus attachés à l'image. Et ça, c'est fou. Complètement. Moi, je suis très frustré du pays de la France, qui c'est un délire. Hein. Ouais, tu vois les films. Enfin, maintenant, ça va un petit peu mieux, mais si on parle de l'industrie du cinéma, c'est incomparable. Niveau photographie, niveau image en tout cas, maintenant ça va mieux. Mais si tu compares la photographie des films français et américains... Alors là, je me désolidarise de ce que tu dis parce qu'en France, justement, on est à l'avant-garde au cinéma. C'est juste qu'en termes de communication, il y a beaucoup moins de moyens, on est beaucoup moins présent que les Américains. Les Américains, ils arrivent avec leur blockbuster, c'est ça et pas autre chose. Mais, du coup, mais en France, on est très très bon au cinéma. Ça rejoint peut-être du coup ce qu'on disait, qu'il y a peut-être d'aussi grands talents en France, mais que niveau com, ils ressortent moins que les photographes américains. Et moi, je vois beaucoup d'Européens. Alors, je parle de la photographie. Je vois beaucoup d'Européens et donc des Français. Il y a 2 migrations. Il y a une première migration à Paris, et après une migration dans un autre pays, souvent les États-Unis. Et c'est vrai. Moi, ça me rend fou. Hein. Il y a ça, et peut-être aussi, en ce qui concerne les mariages, peut-être que les Américains qui se marient mettent des plus gros moyens dans leur mariage, et comme ils sont plus sur l'image, ça se voit, tu vois, rien que je trouve les mariages américains, ou quand il y a des Américains qui viennent en France, genre le make-up, ça n'a rien à voir entre les mariées américaines et les mariées françaises, et je pense que c'est représentatif de tout le mariage, c'est-à-dire que peut-être que les photos de mariage françaises, elles en jettent moins, aussi parce qu'il y a moins de budget en déco, avec des trucs comme ça. Hein. Ouais. C'est dommage. Hein. Parce que si tu regardes après la photo en elle-même, moi je sais que
qui cherchent souvent l'inspiration, tu te dis j'adore ces photographes, ces photos elles sont folles et tout, et tu regardes et en fait le couple il a une pose complètement banale, et c'est juste que le paysage est grandiose, peut-être la robe est grandiose aussi et tout, et tu te dis c'est pas le talent du photographe. Alors après, il est quand même talentueux, etc. Mais c'est pas le talent du photographe qui fait que la photo est ouf. C'est juste que tout ce qui est autour fait ça. Donc c'est quand même bien aussi quand on aime un photographe, je trouve, d'analyser ce qu'on aime dans la photo pour se rendre compte. Mais alors, ça, nous, on le fait parce qu'on est photographe, mais je suis pas sûr que les gens clients le fassent, par contre. Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, ça se voit parce que moi qui prends quasiment, alors si on parle de séance lifestyle, quasiment que dans des grands espaces très beaux. C'est très rare maintenant que j'aille à domicile, et quasiment, je pense qu'il n'y a pas de photos dans une ville ou un truc comme ça sur mon site. T'as les gens, ils te contactent, et par contre, effectivement, ils disent j'aimerais bien faire des photos. Alors je prends l'exemple de Toulouse parce que j'y habitais, mais dans les rues de Toulouse, et tu te dis oui, mais en fait, ça ne rendra jamais comme sur une grande plage des Landes. Après, ils peuvent quand même aimer les photos et tout, mais c'est vrai qu'ils se rendent pas compte. Moi, j'ai peur qu'ils soient déçus. Oui, et puis ça joue beaucoup. Et toi, derrière, en termes de com, ça joue énormément, quoi. Oui, moi, j'ai pas du tout envie de communiquer. Être enfermé dans une ville et puis avoir des grands espaces. Et puis l'inspiration, je pense qu'il y a des photographes qui sont plus urbains, etc. Moi, je sais que si tu me mets sur une plage au coucher de soleil avec un couple, je suis en mode surexcitée, je dis mettez-vous là, c'est trop beau. Tu me mets dans une rue à Toulouse, et pour exagérer, à midi, je suis en mode comment je vais faire, où on va. Je sais que avant, quand je travaillais, du coup j'en ai fait des séances à Toulouse, j'avais tendance à dire à mes couples, à mes familles, je passe devant, marchez tranquille, mais moi je vais être quelques mètres devant, vous inquiétez pas, c'est juste que comme ça j'essaie de repérer les endroits et tout. Donc j'avais toujours une petite distance pour repérer avant qu'ils arrivent, alors que maintenant quand je suis dans la nature, à 360 degrés c'est beau, je suis avec eux, on discute, j'ai pas besoin de courir devant pour repérer un joli endroit, tout est beau. Donc ça change quand même bien la façon de travailler. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, comment tu travailles en post-traitement ? Tu retouches beaucoup tes photos ou tu restes assez naturel ? Non, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un point de vue. Moi, je dirais que je reste assez naturel, mais ça s'éloigne quand même. La colorimétrie, elle change, mais disons que je veux rester intemporelle. Donc, je sais que des fois, il y a des styles qui sont à la mode, etc. Des choses que je vois et que je me dis j'aime trop, c'est beau, j'ai envie de le faire, mais je le ferai pas pour les clients. Des fois, je m'amuse, moi, pour mes photos perso du quotidien, mais j'ai envie que ça se démode pas, donc j'essaie de rester le plus naturel possible. Donc, j'ai envie de dire que j'espère que c'est le cas, que je retouche pas beaucoup et que ça reste naturel. Oui, on voit qu'il y a des retouches, mais quand tu fais les avant-après sur Instagram, des fois, tu le fais, il me semble, mais ça reste dans le jus de l'ambiance naturelle du moment. J'essaie, en fait, en plus, je prends beaucoup de photos au coucher de soleil, etc. Et souvent, c'est moins joli que ce qu'on voit. Donc moi, mon but, c'est de rendre aussi beau que ce que j'ai vu sur le moment. Ça va être, disons que si la retouche est très travaillée, si l'avant-après est très différent, mon but, c'était quand même que le après se rapproche le plus possible de la réalité, parce que justement, le avant, pour moi, ne rendait pas justice au coucher de soleil. Ouais, je vois. Et c'est je sais que quand il y a je parle beaucoup avec des gens qui font de la photo en amateur, parce que je fais des ateliers, et ils me parlent souvent de coucher de soleil en mode frustré parce qu'ils sont devant un truc trop beau et ils font la photo et ça rend rien. Et je trouve que la retouche, ça peut justement mieux rendre justice au moment. Ouais. D'ailleurs, il y a un amalgame. Alors ça, c'est une réflexion personnelle. Je trouve maintenant dans la tête de beaucoup de photographes amateurs comme professionnel, il faut absolument que les photos soient au coucher de soleil. Alors attention, j'adore ça, je fais beaucoup de mes photos au coucher de soleil, mais en fait, ça dépend de ce que tu veux. Et faire des photos en plein pic du midi, c'est pas... si le rendu est ce que tu veux, tu vois, pour moi, il n'y a pas de problème. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'entends souvent, il faut surtout pas faire de photos en plein pic du midi, en plein pic de journée. Moi, je le dis dans mes ateliers. Mais non. Parce que si tu fais de la photo de mode et que tu travailles avec un réflecteur ou un flash, par exemple, le pic du midi, il est exceptionnel pour ça. Oui, complètement. Enfin, j'adore. Tu vois, encore ce week-end, j'étais à un mariage et le marié s'est préparé à midi. On était dans un hôtel avec la façade toute blanche, donc qui servait de réflecteur. Ouais. C'était magnifique, c'était trop beau. Mais le truc, c'est qu'effectivement, quand moi je dis ça aux gens, c'est des gens qui viennent apprendre la photo, qui débutent.
Et je vois que leur problématique, en fait, si tu veux, je vois qu'ils vont me montrer une photo qu'ils ont prise de leur enfant. À midi, en plein soleil, l'enfant, il a les yeux plissés, des ombres partout. Enfin, tu vois, et ils me disent « Mais ouais, mais j'adore ta photo », et ils me montrent une photo de séance famille que j'ai fait à la Golden Hour. Et du coup, oui, bien sûr, là, le conseil que je peux leur donner, le premier conseil, avant même le matériel, parce que voilà, on aurait fait chacun avec un téléphone, avant même le matériel, tout, c'est la gestion de la lumière. Et de toute façon, toute la photographie, le mot photographie vient de là, c'est la gestion de la lumière. Donc, dans tous ces styles, dans tous les... Enfin, tu vois, la lumière, c'est pas que le coucher du soleil. Mais je comprends ce que tu veux. Pour des gens qui débutent, la lumière est plus douce ou elle est plus facilement contrôlable. La mise en beauté est plus facile. Non, mais je comprends. Et en reportage, par exemple, tu vois, en mariage, où je contrôle pas la lumière, quand j'ai des séances, n'importe quoi, quand j'ai des photos à faire en début de journée, vers le midi, quoi. Par exemple, je fais toujours attention que les invités aient le soleil plutôt dans leur dos que face à eux. Parce que justement, en mariage, j'aurai pas de réflecteur, je vais pas faire de l'art avec des jolies ombres. Oui, je vois. Parce qu'en fait, oui, peut-être que je pourrais faire une séance avec une lumière dure en jouant avec les ombres, mais c'est pas comme ça. Oui, en reportage, non, mais bien sûr. Et comme les séances lifestyle, elles sont aussi en mode reportage quand même beaucoup. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est la facilité aussi. Facilité, je sais pas, mais attention, je critique pas. Je comprends pourquoi tu dis ça, pourquoi d'autres disent ça, mais du coup, ça déborde un peu du cadre de reportage mariage. Et je l'entends dans son ensemble. C'est-à-dire la photographie dans son ensemble, il faudrait que ça soit absolument au coucher de soleil. Admettons, tu as vraiment un appareil basique, parce qu'il y a aussi des histoires de haute lumière et tout avec les contre-jours. Donc, tu as un appareil basique. Et tu trouves pas que si tu n'as aucune notion, tu vas plus facilement faire une jolie photo avec lumière rasante qu'à midi d'un portrait, Ça dépend ce que tu photographies, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux des gens vénères sur la photo, le pic du soleil, crois-moi, il va être bien. Tu vois. Mais tu vois, c'est parce que toi, tu as une vision artiste, alors que moi, j'ai une vision reportage, je pense. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je comprends ce que tu dis et je comprends le conseil que tu donnes aux débutants. Mais moi, je vois une chier de photos qui sont faites au coucher du soleil qui sont absolument moches parce qu'il n'y a pas eu de contrôle de la lumière. Et d'ailleurs, la retouche, je trouve, est beaucoup plus difficile au coucher du soleil. Mais elle est beaucoup plus difficile au coucher du soleil, la retouche, quand tu maîtrises pas en plus. Oui. Et puis vraiment, moi qui prends beaucoup en contre-jour, il faut vraiment passer par la case retouche pour rattraper, c'est sûr. Et encore une fois, c'est pas pour dénaturer la photo, dans le sens où le cerveau, lui, quand on est en contre-jour, quand tu regardes quelqu'un en contre-jour, il corrige. Donc c'est pour faire ce que fait ton cerveau normalement quand tu regardes. On a encore des yeux bien plus performants que les appareils photo, clairement. Justement, on va en profiter pour parler matériel. Tu travailles avec quoi comme boîtier ? Des Canon R5. 2 ? Oui. Est-ce que tu dis D ? Oui. Ça peut être 5. Non, 2 Canon R5. 2 Canon R5. Pourquoi 2 appareils ? En mariage, toujours 2 appareils pour vraiment assurer le coup s'il y en a un qui a un problème. Et du coup, j'ai pris cette habitude-là d'avoir les 2. Je pense honnêtement que si je travaillais qu'avec un, je serais déformée. Je pense que j'aurais une épaule qui tombe parce que vraiment, je fais énormément de photos depuis longtemps maintenant et c'est quand même assez lourd. Ou alors, il faudrait que je change régulièrement d'épaule. Mais je pense que niveau physique, c'est quand même bien d'avoir un équilibre. Et il est pas, d'ailleurs, question bête, mais il est pas plus léger le R5 que parce que tu avais le 5. Pas lequel tellement. avant J'avais Mark 3 et Mark 4. Ouais. Et le fait que j'ai pas acheté des nouveaux objectifs, donc j'ai la bague d'adaptation dessus. Ah oui. Et ça rajoute quand même du poids. Je sais pas si les objectifs en monture RF sont plus légers. Je sais pas. Je sais qu'il y a un 24-70 qui a l'air ouf, qui ouvre à 2, je crois, et qui est d'une lourdeur impressionnante. Donc, il me fait de l'œil, mais en fait, je me dis c'est impossible. Je souffre déjà tellement des articulations des doigts de mes mains que je pense que. Ok. J'ai Stéphanie dans le coin qui me dit qu'a priori les 28-70. Mais a priori c'est pas le même poids, c'est kiff quoi. Non, il est très lourd, mais il est fantastique.
Ouais, il est très, c'est ça, d'accord, très lourd mais fantastique. Très Mais c'est lourd, ça, il donne fantastique. vraiment très envie, mais je me dis que je vais me bousiller les mains si j'utilise ça en mariage ou en reportage. Et puis, moi, je suis très focale fixe, du coup, on peut continuer ta question. C'était la suite de ma question. Les deux appareils, c'est aussi parce que vraiment, je travaille qu'en focale fixe et c'est quand même hyper pratique du coup d'avoir deux focales différentes. Alors moi j'appelle pas ça pratique, mais oui. Vraiment pas, mais je comprends. Et bah ouais, comme ça je change vraiment quasiment jamais. Et en voyage, moi c'est vrai que j'ai tendance à prendre le 24-70 de 8. Donc vraiment en perso, pas jamais en pro, je l'utilise vraiment jamais. Je l'ai toujours dans mon sac en secours parce que c'est trop bien. Genre s'il y a une de mes focales fixes qui casse, j'ai toute la plage sur le 24-70. Donc je l'ai en secours et en voyage il est pratique. Et c'est vrai que je m'étais dit, quand Canon a sorti l'autre là, je me suis dit waouh. Et après j'ai vu le poids et je me suis dit ah oui non, jamais tu prends ça en voyage. Ouais, je vois. Du coup tes deux focales fixes c'est quoi? 35 et 50. Ah oui, d'accord. Et j'ai le 85 aussi. Dans ton sac? Ouais, que j'utilisais avant beaucoup en cérémonie et pendant le cocktail pour faire les portraits. Et maintenant, avec les R5, il crop dans le format, là. Et ça fait un peu un équivalent. Et donc, j'ai tendance à beaucoup moins sortir le 85, qui est complètement fou. Il a un piqué trop beau. Enfin, vraiment, je l'adore, cet objectif. Mais il y a ce côté-là où on a envie d'être réactif. Et donc, l'avantage de pouvoir passer 50 avec le crop, qui, je ne sais pas quel équivalent c'est, mais bon, c'est plutôt pas mal. Je m'y suis bien habituée à ça et j'ai tendance à moins sortir le 85 par peut-être flemme aussi. Ouais. Okay. Mais en tout cas, les 3 focales fixes que j'utilise en mariage, c'est 35, 50, 85. Et en séance, que 35, 50. Et en reportage avec les pros, ça va être la plupart du temps 50 et de temps en temps 35. Ok. Ouais. Tu dois réfléchir à 2 fois en plein reportage pour changer d'optique, non? Parce que Ah non, en mariage par exemple. Non. Non, ça, en vrai, ça dépend plus de... Non, j'ai vraiment pas l'impression de réfléchir. Okay. En plus, ils sont tout le temps... mon 50 est tout le temps à droite, mon 35 tout le temps à gauche. Du coup, j'ai vraiment l'impression que mon cerveau... non, c'est pas ça que je disais. C'était, oui, de changer d'appareil, ça c'est... mais de changer d'optique sur l'appareil. Si par exemple, tu veux changer ton 50 contre le 85... Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai tendance à beaucoup moins le faire et que ça m'arrange bien, le crop. Parce que c'est pas à réfléchir, mais c'est plus la peur. Tu vois, mais en plus, c'est ce qui se passe à chaque fois. Tu peux être sûr que si je me dis, allez, je mets mon 85 pour faire des jolis portraits, t'as 15 personnes qui arrivent et qui disent, tu peux faire une photo de groupe, s'il te plaît? Je dis, oui. Et j'ai toujours mal au cœur en changeant l'objectif, en me disant je l'abîme, enfin, il faut que je le fasse le moins possible. En reportage, tu fais pas attention. Donc, ouais. Ok. Tu fais toujours de l'argentique? Non. Quelle tristesse. Oui, je sais. Alors, en plus, tu as commencé avec l'argentique, c'est fou. Oui, c'est vrai. Mais j'ai commencé avec l'argentique parce qu'il n'y avait que ça. Je suis pas sûre que je m'y serais mise s'il y avait eu le numérique. Il n'y avait pas le numérique à l'époque où tu faisais... Non. Parce que t'es pas si vieille que ça, quand même. Ouais, 36. Donc, admettons, si je faisais... Ah, mais si, mais oui. Mais carrément. Ouais. Parce que j'étais petite, vraiment. Et oui, non, mais c'est vrai, moi aussi, quand j'étais petite, il n'y avait pas de numérique. Je pense que j'ai commencé quand j'avais une dizaine d'années, même plus petite. Et ouais. Oh là là. Donc, Et un mariage à l'argentique? Jamais. J'admire tellement les photographes actuels qui le font. Ouais. Et surtout que je... Alors, je vais dire un truc, mais c'est pas forcément vrai, mais c'est l'image simplifiée que j'en ai. Mais je pardonne beaucoup aux vieux photographes leurs photos kitsch. La photo classique avec les mariés à côté de l'arbre et tout. Parce que je me dis, effectivement, tu avais ce côté-là, ne bougez pas pour faire la photo, quoi. Tu figeais les gens, alors que maintenant, tu peux te permettre de les faire tourner. Et c'est trop bien parce que dans ta rafale, tu en as une trop belle avec du mouvement et tout. Et j'ai l'impression que les photographes de maintenant qui font de l'argentique sur les mariages, ils arrivent à avoir ce côté quand même mouvement, reportage et tout. Et donc, je les trouve vraiment très forts. Il y a un côté très fort et après aussi un côté stress. Je les admire de pas être... Enfin, ils doivent être stressés, mais c'est... Je pense qu'il faut avoir un assistant là pour changer la péloche entre complètement. temps, parce que sinon ça gère. Et puis avoir un certain budget, parce que je pense qu'il faut quand même... en passer, comme nous, il doit y avoir des ratés, c'est pas possible. Enfin, tu vois. Oui, mais du coup, tu le répercutes sur le prix. Et oui, c'est ça. Je pense que ça doit coûter vraiment très, très cher. Je sais que après, c'est particulier. C'est Greg Finn qui fait ça. Il a une clientèle vraiment haut de gamme
il fait vraiment de très très belles photos. Mais je crois qu'il fait des mariages à 30 000 €. Enfin bon, je veux pas dire de bêtises, il faudrait vérifier, je sais pas, mais je sais que c'est vraiment très cher et je pense que ça se justifie parce qu'il doit aussi avoir beaucoup de péloches qui passent, des assistants ou un assistant qui l'aide. Mais ça reste quand même une source de stress. Après, vu qu'une pellicule, de toute façon, tu fais pas 2000 photos, s'il y a une pellicule qui foire, à la limite, c'est moins grave que si ta carte SD, elle se crache, quoi. Donc, à voir. Si t'as toutes les pellicules qui foirent. Oui, par contre, voilà. Bon, c'est comme une carte SD qui foire, après, finalement, ouais. C'est pareil. Ouais. Mais ouais, le travail doit être intéressant, par contre. Ça doit être stressant, surtout la première fois que tu le fais. Mais par contre, tu vas pas faire 2000 photos, quoi. Oui, par contre. Donc, tu réfléchis un peu plus. Ouais. Mais après, moi, je trouve qu'en mariage, c'est pas très grave, la quantité. Parce que... Déjà, il y a beaucoup d'invités, enfin beaucoup, pas, hein, parce qu'il y a des petits mariages, mais tu vois, je trouve que... En fait, j'ai l'impression que, par exemple, alors c'est exagéré, mais je vais faire une séance à chaque invité. Donc, si tu multiplies, s'il y a 100 invités et que chaque invité a une dizaine de photos cool de lui, ce qui est, en soi, tu vois, pour une séance 10 photos, c'est chouette, bah, ça fait 1000 photos. Et moi, j'aime bien me dire que chaque invité, il a le choix dans ses photos. Et j'aime bien aussi... me dire que le reportage, il va vivre sur beaucoup d'années, c'est-à-dire que... Donc, je rends énormément de photos. Je pense que minimum, c'est 1500 photos. Et j'aime bien me dire que quand je vais leur rendre les photos, les mariés ils vont en avoir peut-être une cinquantaine, 100 de préférés. On va dire 100, c'est ce qu'ils mettent dans son album. Et peut-être que dans 5 ans, quand ils vont les regarder différemment. Parce que, je trouve que quand tu regardes des photos de toi, maintenant, tu prends une photo de toi avec ton téléphone, la première chose que tu regardes, c'est toi, ton physique, si t'es bien... Enfin, on est très sur nous, alors que tu vas regarder des vieilles photos d'il y a 5-10 ans, tu vas plus du tout être sur toi, mais sur le moment, sur le souvenir. Tu te juges plus du tout. Au contraire, de toute façon, c'était il y a 10 ans, tu te trouves beaucoup plus beau. Et non, mais en vrai... Bon, à part si tu regardes les photos de toi ado. Mais par exemple, c'est ça, tu vois, si tu prends ça, tu regardes une photo de toi ado, t'es pas en train de te dire « Ah, j'avais un gros nez, j'avais des boutons. » Tu te dis « Ah, mes potes, ah, c'était trop bien, la belle époque. » Et donc, je pense que mes mariés, et j'espère, quand ils re-regardent le reportage qui contenait 1500 photos, dans 10 ans, ils auront 50 nouvelles photos préférées. Et je trouve ça cool. Et donc, la quantité en mariage me gêne pas. Ok. Ouais. Non, je vois. C'est smart. Et alors, récemment, j'ai cru comprendre, on a déjà plus ou moins discuté, que tu commençais à te mettre à la vidéo, en tout cas que ça t'intéressait. Dans quelle mesure tu t'y es mis et est-ce que tu vas t'y mettre plus sérieusement à l'avenir ? Je m'y suis mise à cause d'un... Enfin, je dis à cause, mais en vrai, c'est grâce. Parce que comme Instagram a commencé à mettre en avant les vidéos, et que c'est quand même une part importante de ma com, que j'ai beaucoup de contrats qui viennent de là, je me suis dit, vas-y, je vais tenter aussi de faire des petites vidéos. Mais par contre, j'avais vraiment pas envie d'être dans ce mood TikTok, face cam, avec des... Et... alors, spoiler, ça ne marche. Il faut faire ça si vous voulez que ça marche, parce que si on fait des belles vidéos montées avec un appareil photo, c'est pas ça qu'Instagram. Ça ne marche pas. Je me casse la gueule, moi, à chaque fois. Totalement. Donc, j'ai fait ça dans le but de pas me faire oublier d'Instagram, mais Instagram continue à m'oublier. Quand même, parce que je fais pas des mini-vidéos rigolotes. Je compatis. Voilà, donc bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, quand j'avais encore espoir, que j'ai commencé à le faire, du coup, je voulais faire des jolies vidéos. Donc je pense, je sais pas, j'ai peut-être dû commencer en faisant des vidéos un petit peu backstage, de trucs que je faisais. Bon, je sais pas. Et ça m'a bien plu. Je pense que ça a renouvelé un peu l'envie. Après, j'ai toujours cette envie d'apprendre, même en photo. Je sais que vraiment, je pense qu'il se passe pas une année sans que je fasse des formations, des choses comme ça. Mais là, j'ai vraiment accroché. Et du coup, moi qui voulais en faire que pour moi, perso, ma com, ça me donne maintenant envie d'en faire aussi pour les autres. Je sais que quand je vais faire plus pour les pros, mais je vais faire un reportage photo et je me dis, j'aurais bien aimé faire un petit film après, à la fin. Donc là, je laisse venir tout seul parce que de toute façon, j'ai pas trop le temps. Mais je pense que petit à petit, c'est un truc que j'aimerais bien rajouter. Ouais. Ça pourrait remplacer la photo un jour ? Non, remplacer... Voilà, tu me mets le doute. Tu vois, tu réfléchis parce que je réfléchis... par exemple, la photo a commencé parce que je prenais mon quotidien en photo. Et du coup, après, j'aimais ça. Et les gens l'ont vu et avaient envie, on va dire, d'avoir les mêmes photos de leur quotidien prises par moi.
Et là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'au quotidien, je fais tellement plus de vidéos pour moi que de photos. Donc s'il faut, peut-être. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc qui fait qu'une photographe comme toi, par exemple, s'essaye à la vidéo et se met complètement à la vidéo, c'est l'hybridation des appareils. Ah oui, ah non, mais ça, c'est... Ah oui, par contre, ça, c'est clair que... Remets-toi il y a 10 ans ou 15 ans, tu n'aurais peut-être pas fait le test comme ça. Mais même entre le Mark IV et le R5, en fait. Je pense que ça a été effectivement... tu vois, c'est bien que tu le remarques parce que moi, j'y avais pas pensé, mais c'est évident. Le R5 donne tellement envie de faire de la vidéo. C'est d'un switch de bouton, tu passes de photo vidéo. Et il y a un truc aussi qui s'est passé, c'est qu'avec le Mark IV, je faisais que à la visée à l'œil. Ouais. Alors qu'avec le R5, je fais énormément à l'écran. Ah oui ? D'accord. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai pas analysé. Mais le fait, du coup, de voir à l'écran, quand tu es en train de chercher pour ta vidéo, bah, t'as trop envie d'enregistrer les 30 secondes avant parce que c'est trop beau. Et je pense que ça a vraiment énormément joué sur le fait que j'ai eu envie d'enregistrer. Mais tu sais qu'on y arrive petit à petit parce que à force que les capteurs se performent et deviennent de plus en plus qualitatifs et grands, on va arriver à des vidéos qui feront exactement la même résolution que les photos. Ouais. Moi, je serais pas étonné de voir dans quelques années des appareils qui prennent les photos en même temps. Alors ça existe, il y a des modes qui existent déjà, mais du coup t'as pas la même qualité, mais qui te sort des photos RAW en même temps. Ça, ce serait trop bien. Mais je suis sûr que ça arrivera. Parce que là, c'est galère. Hein. Des fois, je le vois. J'essaie de faire les deux en même temps. Même en ayant deux appareils, de switcher le cerveau. Avec les deux appareils en bout de main, tu pourrais pas faire les deux. Mais ouais. Ok. Je sais plus où j'en suis. Oui, c'est parce que j'ai sauté une rubrique, mais je trouve que c'était plus logique comme ça, de parler matériel, puis de vidéo. On va maintenant sortir peut-être un tout petit peu du lifestyle et mariage, parce que tu fais aussi d'autres choses. En tout cas, tu as fait d'autres choses. Par exemple, la mode. Est-ce que tu fais parfois des shootings mode ? Oui. Ça t'est arrivé ? Oui. T'en fais toujours pas mal ? Enfin, c'est quoi la proportion ? Non, j'en fais pas beaucoup. J'en fais pas beaucoup. Je suis en train de réfléchir en même temps, pardon. mais je continue tous les ans. Enfin, j'en fais, je pense. Y a une marque avec qui je travaille tout le temps. Je fais minimum 2 shootings parce qu'il y a les collections automne-hiver, été-hiver. Et avec qui t'avais fait les photos avec Juliette Vicente ? Oui. Donc c'est Nash, la marque de vêtements toulousaine. Oui. Et après, de temps en temps, mais c'est petits créateurs, donc c'est vrai que dans ma tête, c'est moins mode, mais en vrai, c'est une modèle qui porte des créations, donc c'est complètement de la mode. Donc si, j'en fais quand même. C'est quelque chose que tu aimes bien ? Oui, j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il y a un travail... c'est le seul moment où je prends en photo quelqu'un qui est professionnel. Ouais. Et c'est très, très agréable. Alors justement, ma question d'après, c'est est-ce que travailler avec des mannequins, c'est pas plus facile, intéressant qu'avec des particuliers ? Ah, tellement. Après, il faut tomber sur les bonnes mannequins. Je pense qu'il y a des trucs qui se font avec certaines qui ont... Voilà. Mais j'aime vraiment... Je culpabilise même un peu des fois parce que les mannequins sont tellement doués que je me dis j'ai juste appuyé sur un bouton là et c'est elle qui a tout fait, quoi. L'endroit est beau, la mannequin est... Alors je dis belle dans le sens belle, mais qui s'est posée, qui dégage quelque chose. Qui a du charisme. Ouais, voilà, et c'est tellement facile. Non, c'est hyper agréable, c'est reposant et on va moins chercher comment dire, la belle photo. Tu vas pas chercher le naturel en tout cas. Non, alors si, je vais le chercher parce que j'aime vraiment j'ai envie, par exemple, tu vois, je vais essayer de faire rire la modèle, de lui parler pour la détente. Okay. J'ai un peu le même fonctionnement qu'avec mes clients particuliers. Mais disons que avec un client lambda pour une séance famille, si je le fais rigoler, j'ai l'impression qu'il faut que j'arrive à choper le bon moment pour avoir la belle photo quand la personne elle rigole. Alors qu'il y a des modèles, tu les fais éclater de rire et t'as 15 photos magnifiques, elles se mouchent, elles sont belles, quoi. C'est impressionnant. Non, mais vraiment, c'est... il y a des... Alors, je dis des filles parce que c'est très rare que je prenne en photo des hommes, mais il y a des filles, vraiment, c'est dingue. Enfin, tu vois que... Tu comprends pourquoi elles sont modèles. Enfin, et tu peux les faire recommencer, en fait, aussi. Oui, en plus. C'est ce côté jeu. C'est ça. Moi, j'aime particulièrement les modèles qui sont plus actrices. Oui. Où tu peux vraiment leur faire jouer. Et j'adore travailler avec des vidéastes en même temps
parce que du coup, ils ont une façon de diriger la modèle qui est beaucoup plus dans le mouvement et dans ça, dans le naturel. Ils vont lui demander une action. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que de faire une pause. Et toi, en cadrage déporté, tu auras un truc qui semblera naturel. Oui, complètement. Moment volé. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est vraiment chouette. Tu vas en faire plus du coup ou tu gardes les mêmes proportions Non, je pense que je garde les mêmes proportions. Ouais. Du coup, une question, elle est méchante ma question, mais tu préfères le mariage ou la mode? Enfin, elle est méchante, c'est pas qu'elle est méchante, mais elle est... Ouais, mais tu sais, c'est la même réponse un peu que tout à l'heure, parce que j'ai fait des shootings où vraiment j'ai pas accroché avec la modèle. C'était galère et tout. Ouais. Là, tu me dis, le lendemain, j'ai envie d'aller faire un mariage, d'être pépère et d'avoir des gens heureux, qui rigolent pour de vrai et tout. Et après, inversement, je fais un mariage où c'est un petit peu dur parce que je sais pas. Bon, en vrai, ça n'arrive pas souvent, mais t'as des gens qui ont des. Tu sais, genre, quand t'es au repos, tu as un visage triste. Enfin, moi, je sais que ça peut m'arriver à moi personnellement. Si je souris pas, je peux avoir l'air triste alors que je suis dans mes pensées. Et c'est plus difficile de trouver de l'émotion et tout avec ça. Et tu dis, si j'avais ma modèle, c'est facile. Tu lui dis, rigole. Tu vois, enfin, ça m'est arrivé de faire une séance famille pour des pros. C'est-à-dire que leur entreprise, elle reposait beaucoup sur leur famille. Ouais. Et donc, je leur ai fait une séance comme si j'étais avec une famille, mais pour un magazine. Et donc, c'était hyper bizarre pour moi. Et en même temps, c'était trop bien. Enfin, je le ferai pas tout le temps, mais c'était un peu ce que des fois on a envie. C'est-à-dire que je leur faisais faire un truc. Si ça avait été une séance famille classique, je serais pas intervenue dans ce moment-là de complicité entre eux pour que ce soit vrai. Mais là, comme c'était pour un magazine, il fallait la photo. Je leur disais, là, faites semblant de rigoler. Enfin, ce que je ferais jamais, parce que j'ai envie que la famille, quand elle regarde les photos, elles se disent pas, c'est le moment où on a fait semblant de rigoler. J'ai envie qu'elles se disent, on est trop bien tous ensemble, on rigole tout le temps. Donc, c'est le moment que je cherche à amener quand c'est une vraie séance. Mais quand c'est pour avoir une photo belle pour un magazine et qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous, je m'embête pas et je leur dis, faites semblant de rigoler. Et tout ça pour dire que du coup, c'est vrai que c'est cool de pouvoir refaire le moment et diriger aussi. Donc, oui. Mais tu vois, la question, elle rejoint un peu celle que tu avais posée tout à l'heure. Et vraiment, pour répondre de manière globale, ce que j'aime vraiment aussi dans mon métier que je me suis créé, c'est que c'est très, très diversifié. Et donc, on pourrait se dire, mais parce que ça va faire 9 ans, je crois, là, maintenant que je fais du mariage. Et on pourrait se dire, mais tu t'es pas lassé au bout de 9 ans? Mais non, parce que vraiment, les mariages, j'en fais 15 par an. Il y a tellement d'autres choses à côté que... Au contraire, en fait, c'est très cyclique. C'est-à-dire que comme c'est saisonnier, je vais finir la saison des mariages peut-être... Alors maintenant, j'en prends 15, ça va. Avant, quand j'en prenais beaucoup plus, je finissais la saison, il ne fallait plus me parler de robe de mariée. J'avais vraiment du mal à booker pour l'année prochaine parce que j'en avais marre qu'on me parle de mariage et d'herbe de la pampa. Et en fait, arrive avril et je suis en mode ça me manque. Peut-être pendant 3-4 mois aussi, j'ai vu plein de photos qui m'inspiraient pour revenir aux photographes américains. Et il me tarde de pouvoir essayer de le faire moi. Et il me tarde de reprendre les mariages. Donc c'est hyper cyclique. Et je pense que c'est la même chose pour tout. C'est-à-dire que... Ouais, il faut s'éloigner pour revenir après dessus. Exactement. Bon, mais en vrai, je te demandais pas de choisir. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire les deux. Oui. Mais le fait de te demander le choix, ça génère de la réflexion. C'est intéressant, je trouve. Parlons d'autre chose que tu faisais en tout cas, c'est sûr. J'ai l'impression beaucoup moins aujourd'hui. Enfin, tu vas me dire le voyage. Tu voyageais énormément. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu voyages beaucoup. Oui, mais alors, Tom, si il y a eu le Covid. Non, mais je sais. On dirait qu'elle t'annonçait. Oui, mais là, on n'y est plus. On n'y est plus depuis quelques temps. Oui. On n'y est plus. En fait, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que, donc, déjà, on ne pouvait plus voyager. De deux, il y a eu du travail en dents de scie, c'est-à-dire que il y a eu des grosses périodes où on ne pouvait pas travailler. Et donc, pour rattraper, après, il y a eu des périodes où je travaillais énormément. Ça a été assez difficile. Je reviens maintenant à un équilibre pro-perso qui va mieux. Ouais. Mais sortie de Covid, c'était tellement dur parce qu'on a envie de travailler et je ne prenais plus de congés. C'était assez dur. Donc, il y avait ça. Et après... Ouais, enfin, vraiment, ma seule explication, c'est ça. Et là, je suis en manque de voyage, mais d'une force. C'est ce que je me disais, parce que on est d'accord, tu voyageais énormément avant Covid. Ouais.
Et c'est pas forcément des voyages loin et tout, hein. C'est vraiment plus la découverte, l'exploration. Et d'ailleurs, c'est les seuls moments, à part quelques photos du quotidien, mais tu vois, maintenant, j'ai plus tendance à faire des films avec mon téléphone du quotidien. Mais c'est les seuls moments où je fais des photos pour moi. Oui. C'est en voyage. Des photos où je prends du plaisir et tout. Et là, vraiment, j'ai un manque terrible de voyage. Donc c'est prévu pour la fin d'année. Ah, tu vas où ? J'espère. J'attends parce que le van est en panne. Donc dès que je sais que c'est bon, il est réparé, je pense que ça fait 3 ans. Depuis, en fait, le premier confinement, je devais partir en Corse. Ouais. Et ça a été annulé à cause du Covid. Et puis à chaque fois que j'ai reporté, il se passait un truc. Donc ça fait 4 fois que j'essaye et que c'est annulé. C'est aussi pour ça que je ne voyage plus. Mon dernier voyage a été tellement reporté. Et donc là, normalement, si le van est réparé, on boucle les billets pour la Corse. D'accord. Et après, à voir aussi pour cet hiver. J'aimerais vraiment partir avec le van, ouais. Ah, avec le van. Oui. J'allais dire à l'autre bout du monde, mais à l'autre bout du monde avec le van, c'est compliqué du coup. Ouais, et puis il y a peut-être ça aussi, tu vois, il y a l'écologie qui fait que la conscience, tu prends de plus en plus conscience qu'il faut faire attention. Et donc, avant, je regardais moins ça. Après, tu me diras si je prenais quand même beaucoup l'avion. Alors, ça dépend le référentiel que tu prends, mais j'avais à la fois un voyage perso par an, où je partais en vacances. En fait, le truc, c'est que comme mes vacances, c'est après la saison des mariages, c'est en novembre, t'as un peu aussi envie de chaleur et tout, donc je partais à l'étranger. Et après, j'avais quand même pas mal de contrats à l'étranger aussi. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on parlait de voyage. C'est pas innocent, c'est parce que ça faisait partie aussi de ton métier, au sens global, puisque tu as un blog de voyage. Ça rejoint un peu tes débuts d'ailleurs, où tu faisais des photos à Toulouse, de restaurants, etc. pour un blog. Là, ton blog, c'est Way of Travel, qui est un petit peu à l'abandon en ce moment ou... Il est en train d'être fait. Normalement, dans les prochaines semaines, il devrait sortir tout beau, tout neuf. Il s'est un peu transformé parce qu'effectivement... Alors après, je parlais beaucoup plus de voyage parce que c'est ce qui intéressait les gens, c'était les belles photos et tout. Et là, je sais que par exemple, ce qui intéresse beaucoup, comme je vis dans une région où les gens partent en vacances, c'est plus aussi ce voyage-là. Donc c'est cool parce que sans voyager, je peux aussi faire des jolies photos comme si j'étais en voyage dans cette région. Donc il est plus orienté guide Pays Basque-Land. Mais j'ai perdu le fil. Mais du coup, oui, ça faisait partie de mon travail, c'est-à-dire que les gens avaient aussi peut-être plus tendance à m'appeler parce qu'ils savaient que j'aimais ça quand il y avait un contrat à faire à l'étranger. Oui. Ouais, complètement. Et parce que aussi, peut-être que... Enfin, tu vois, par exemple, je prends un exemple. J'avais fait un rallye au Maroc et c'était en mode bivouac, tente et tout. Et c'est vrai que je pense qu'ils se disent, cette photographe-là, elle le fait pour le plaisir. Du coup, si on l'amène dans un truc comme ça pour faire des photos, elle va pas dire ah non mais les gars là j'en peux plus, je veux aller à l'hôtel. Oui. Et donc il y a aussi ce côté-là où je pense une baroudeuse. Ouais, les clients ils étaient rassurés sur le fait que j'allais savoir me débrouiller sur place, j'allais pas être en stress à l'aéroport en disant vous pouvez envoyer un taxi et que j'allais me débrouiller pour arriver. Je pense qu'il y avait ça qui jouait sur le fait qu'on me demandait des contrats à l'étranger. Ouais. C'était quel type de contrat et pour qui? T'as 2-3 exemples? Ou un exemple déjà, c'est déjà pas mal. J'avais fait des trucs 2 fois, je crois que je l'ai fait. Trop bien au Canada. J'accompagnais un groupe de... C'était le rêve, hein, un groupe de gars pour faire leur photo de vacances. Ils faisaient un tour du Grand Nord au Canada en motoneige. Ouais. Et je me rappelle de ça. Voilà. Et du coup, ils avaient pris moi, une copine vidéaste. Oui, Karine. Karine, ouais. D'ailleurs, merci parce que c'était grâce à elle que j'avais eu ce contrat. Mais c'était pas... je pensais que c'était une entreprise. C'était une entreprise, mais c'était un voyage détente. Alors c'était pas du team building, mais oui, en fait, c'était plus quand même axé pro. Et du coup, on les suivait comme ça sur, je sais plus, c'était 1 semaine ou 10 jours en motoneige à faire plein de photos. C'était trop bien. Vraiment, ça. J'ai accompagné une prof de yoga au Costa Rica pour une retraite. Et des petits trucs comme ça. Le rallye au Maroc. Oui. Ouais, il y a plein ça, de c'est ouf. Hein. Ça, t'étais revenu avec des images là du Maroc. Ouais, c'était assez incroyable. Vraiment, il y avait un mix à la fois de paysages incroyables, mais en plus d'émotions. On met quand même des femmes. C'était le rallye des gazelles. Des femmes des mères de femmes. Enfin, c'était
fou, des mères de famille qui ont un quotidien dans leur entreprise, nanana, et tu les mets pendant une semaine tellement intense et dur avec un 4x4 C'était incroyable niveau émotion, quoi. Charge émotionnelle, elle fondait en larmes. Moi qui aime prendre en photo ça, c'était vraiment ça devait être intense. Hein. J'ai beaucoup pleuré. Mais en tout cas, les photos, elles m'ont marqué ces photos parce qu'en plus, le décor, en plus de l'intensité et de l'émotion qui se dégageait des photos par rapport à ce que tu viens de dire, il y avait aussi le fait que le décor matchait vraiment bien à ta façon de travailler l'image et ta façon de retoucher les photos. Comme j'aime les photos assez dorées, ça marchait. Direct, le désert, c'était incroyable. Du pain béni. Donc c'est quelque chose que tu vas refaire à l'avenir, du coup Non, parce que du coup, j'essaie de vraiment faire... le problème, c'est que par exemple, là, donc je vais refaire avec eux. Alors, ce sera pas en mode rallye, ce sera en mode trek. Normalement, je dis ça, si vous... Mais normalement, je repars avec eux parce que c'était annulé tous ces événements à cause du Covid. Pour la même chose, mais en mode trek. Donc, les filles sont à pied. Donc, je suis trop contente parce que moi, je suis pas forcément très voiture. Et par contre, je suis très rando, sport et tout. Donc, je suis contente de faire ça. Même décor. Mais j'ai toujours cette culpabilité de repartir à l'étranger pour travailler. Donc là, je suis en train de me dire... Donc, on y va en bateau, déjà. Normalement, je sais pas. Bon, je me rappelle plus, mais j'essaie de me dire comment je peux faire. Je vais essayer de faire... Pour l'empreinte carbone. Train. Ouais. Donc, Et après, c'est tellement dur de refuser des expériences comme ça. C'est tellement dingue à vivre. Pour un photographe, c'est tellement chouette d'avoir des choses comme ça à prendre en photo. Donc je me dis, je vais pas faire comme avant où je vais dire oui à tout. Mais là, par exemple, je sais que c'est quelque chose d'incroyable à vivre et j'arrive pas à dire non. Et après, de toute façon... Et c'est pareil, pour les voyages, je me dis... c'est dur, parce que tu te cherches Moi, j'ai l'impression de me chercher des excuses, mais je me dis... alors quoi, on voyage plus et on se rend plus compte de la beauté de la planète et qu'il faut la protéger aussi parce que y a toutes ces ressources et ces richesses partout. Et pour les montrer, il faut aussi... tu vois, mais en même temps, il y a des photographes talentueux dans tous les pays, donc peut-être que chaque photographe pourrait montrer la beauté de son pays pour avoir envie de la protéger. L'importance du point de vue, quand même, de différentes cultures. C'est vrai que, par exemple, moi, je vois que j'habite dans un endroit merveilleux et j'ai plus ce réflexe de me dire que j'ai envie de tout prendre en photo, alors que quelqu'un d'extérieur arrive sur les plages des Landes ou du Pays Basque, ils trouvent le paysage incroyable et ils font 50 millions de photos. Donc effectivement. Mais quand tu arrives dans un endroit que c'est pas ton pays, que tu es émerveillé par le paysage, tu vas faire des photos en principe vraiment très bonnes. Complètement, découverte, exploration, c'est ça, c'est vraiment aller chercher le truc. Donc ouais. Après moi je sais pas, là-dessus je me pose pas trop de questions sur ça, l'empreinte carbone. Je devrais. Ouais. Tu vois, par exemple, je dois aller à Milan, je train ou avion parce que j'ai pas envie de me faire chier avec la voiture. Ouais. Je dis pas que c'est bien, mais tu vois. Non, mais c'est dur. Mais dans ton cas, par exemple, et dans un cas professionnel, c'est pas du tourisme de masse. Non, mais c'est plus trouver des solutions alternatives, c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, si on me demande un mariage loin, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de... Pourquoi ils iraient acheter un photographe sur place? Eux, ils peuvent trouver un photographe qu'ils aiment autant sur place, je suis sûre, parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de photographes. J'avais le rallye en tête, moi. Le rallye, oui. Tu vois, je parle de ça. Et moi, inversement, je peux trouver un mariage très cool sur place. Et le rallye, c'est plus avoir conscience de ça pour se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que là, la première fois que j'y suis allée, je me suis pas forcément posé la question, c'était il y a un moment. Et là, maintenant, je me dis... la dernière fois, le départ, il était à Nice, parce qu'on prenait le bateau de Nice pour aller au Maroc. Okay. Et j'avais fait Toulouse-Nice en avion. Là, je me dis, Toulouse-Nice, potentiellement, je pourrais essayer de voir si en train, ça le fait. Tu vois, c'est se dire, ok, je m'arrête pas complètement, je dis pas non et je reste dans mes Pyrénées et j'arrête de bouger. C'est plus comment je peux faire. Et peut-être que si moi, je commence à faire ça, tous ces événements, ils continueront à exister, parce que c'est quand même incroyable de pouvoir faire ça, si on le fait en étant respectueux, de manière consciente et tout. Peut-être qu'on peut faire ça en trouvant des solutions pour que ce soit pas la cata. C'est plus trouver des solutions, continuer de vivre ces expériences, mais en trouvant des solutions alternatives qui sont peut-être un peu moins pratiques, mais faisables complètement, quoi. Peut-être que je vais un petit peu plus m'embêter à prendre le train, mais c'est faisable. Donc voilà. Ok, je vois. En tout cas, si tout le monde se prenait la tête comme ça...
Ça irait peut-être. Effectivement. Alors, continuons avec le thème. Vivre dans un van, parce que tu vis dans un van, l'essentiel de l'année. Oui. Comment ça se passe ? Très bien. Non, des fois, c'est un peu plus galère. Non, ça se passe très bien parce que je pense que c'est un mode de vie qui me convient parfaitement. Ça allie vraiment bien la soif de découvrir, d'explorer, d'être dans la nature, au côté casanier de tous les soirs rentrer chez soi. Oui, oui. Donc ça, c'est vraiment... je pense que c'est l'équilibre qu'il me faut, en tout cas, parce que j'adore voyager, c'est ce qu'on disait, j'adore découvrir des nouveaux endroits et tout, mais j'ai un besoin d'être dans mon cocon, d'avoir ma routine. Une routine aussi, c'est hyper important pour moi. Donc c'est vraiment ce qu'il me faut. Et aussi, ça me permet... tu vois, le côté lassitude dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi le côté lassitude peut-être des paysages. Oui. Ça me permet d'alterner entre les grands espaces que j'aime, l'océan, la montagne et tout, sans me lasser. Donc ouais. Ok, mais en tout cas, parce que ça a été, je sais pas si ça l'est toujours, mais ça a été un effet de mode, la vie en van. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... aussi. Peut-être. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui peut-être se trompent un peu sur... c'est oui. pas juste la belle photo que tu vas sortir sur Instagram. Toi, je sais que tu es aventurière, c'est un mode de vie qui te correspond, mais peut-être pas tout le monde. Et surtout en travaillant. Je pense qu'il y a vraiment deux van life, entre guillemets. Il y a celle où tu pars en vacances, tu pars explorer. Ouais. Et il y a celle où tu travailles. Mes journées de travail, elles font bien 7-8 heures, tu vois. Et du coup... t'as quand même des contraintes parce que la vie en van, le quotidien, il prend plus de temps. Tu lances pas ta machine à laver comme t'es chez toi. Il faut que tu trouves une laverie, il faut que machin. T'as 20 litres d'eau, donc il faut que tu fasses attention. Il faut que tu trouves de l'eau pour remplir tes bidons. Et tout ça fait que dans ta journée, la charge mentale du quotidien et le temps que ça prend concrètement, c'est plus difficile. Donc si en plus t'as des journées de 7 heures, c'est chiant. Si t'es en voyage, tu l'acceptes. Enfin, en voyage. En week-end, tu vois, même à côté de chez toi. Mais je veux dire, si t'es en vacances, que t'as pas de contraintes, c'est plus facile. Pareil pour les shootings, les rendez-vous clients et tout, t'as un planning, donc il faut quand même que tu bouges d'un endroit à l'autre. Et c'est un peu plus difficile. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram qui m'écrivent parce qu'ils ont envie d'être photographes en van. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, je précisais aussi un peu sédentaire, parce que oui, je bouge, mais dans un secteur quand même assez réduit, parce que être photographe en van, à la fois pour trouver des clients, il faut quand même que tu te localises. Enfin, moi, je trouve que faut être très bon en com pour réussir à avoir des clients dans toute la France et encore plus loin. Donc, mais la fatigue, par contre, que ça pourrait représenter avec la route. Oui. J'ai une copine, Eva, qui fait des zigzags dans toute la France l'été, et je l'admire, la pauvre, vraiment. Et puis le temps, tu vois, tu fais 4 heures de route, c'est 4 heures en moins de retouche photo, ou de repos, ou de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça que je me suis fait avoir ces dernières années, qui ont été plus intenses niveau travail dès qu'on pouvait travailler. C'est que tous ces trajets, tous les trucs comme ça, c'était pris sur mon temps perso, parce que je voulais pas être en retard pour mes clients. Donc en fait, je roulais d'un endroit à l'autre les jours où j'avais pas de travail, quoi. Et donc en plus d'être aventurière, il faut être aussi extrêmement organisé. Ouais, je pense. Déjà, oui, je pense que c'est pas genre baba cool, surtout quand on travaille, notamment. Ah, complètement. Il faut être au bon endroit. Enfin, il faut trouver au bon moment. Tu vois, il faut arriver en avance. Moi, j'ai un vieux van, donc c'est particulier. Mais par exemple, j'arrive en avance parce que je peux pas me permettre d'arriver le jour J s'il y a un problème mécanique, un truc comme ça. Et après, c'est aussi ça qui a été fatigant, c'est qu'il faut prévoir son trajet de manière logique pour justement ne pas faire de zigzag, pouvoir se poser à un endroit assez longtemps. Et quand il y a eu le Covid, les reports et tout, mon planning de l'été, il a été complètement bouleversé. Et j'ai fait tellement de trajets, c'était épuisant ces années-là. Ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant d'en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas vraiment ce que ça représente de vivre l'année dans un van. Et et puis tout ce qui est électricité, il faut avoir suffisamment d'autonomie avec les panneaux solaires pour pouvoir brancher l'ordinateur. Les réseaux. Il faut charger ses batteries, trouver du réseau.
Et En fait, tu es dépendante d'une organisation qui est beaucoup plus complexe que d'avoir son chez-soi. Et c'est pour ça que je parle de charge mentale. C'est quand même intense, je trouve. Vraiment. Mais par contre... Alors, les côtés positifs, par contre. Oui, voilà. Mais par contre, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, j'ai vraiment besoin... Je le vois quand je suis l'hiver en appartement. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu submergée. Ce qui est bizarre parce que tu es plus submergée virtuellement parce que tu as beaucoup de sollicitations par message Instagram, mail, et tu te sens un peu débordée des fois, et j'ai l'impression que si je vais dans mon van, si je pars une semaine travailler dans le van, tu vois, genre je me dis il fait beau parce que c'est en hiver, il fait beau cette semaine, je peux m'échapper. J'ai l'impression que plus personne ne peut m'atteindre, alors que les gens peuvent continuer à m'écrire, donc j'arrive pas à comprendre la logique de mon cerveau, mais c'est tellement apaisant. J'ai l'impression que je redescends. Et je suis... Je sais pas, j'ai l'impression d'être cachée, parce que peut-être que les gens, ils savent pas où je suis. Mais c'est pas rationnel, parce qu'en vrai... oui, c'est pas le cas. Ils viennent pas sonner chez moi, donc je vois ouais. pas pourquoi ça m'arrange d'être dans le van. Non, c'est peut-être cette impression d'être en vacances ou de liberté. Oui, de liberté, ouais. Et par contre, c'est ça, le côté positif, c'est incroyable de... Alors, c'est un petit peu moins vrai maintenant, parce que quand j'ai commencé à vivre en van, c'était pas la mode, et du coup, c'était beaucoup plus facile de se poser n'importe où, et donc de se réveiller dans des endroits vraiment très beaux. Maintenant qu'il y a eu cet engouement, j'essaye de pas en faire partie, dans le sens où j'ai pas envie d'être ces gens relous qui sortent leur table de camping n'importe où, etc. Donc j'ai moins tendance à aller dans des endroits très jolis, mais du coup il y a ce côté se réveiller dans la nature. Tu fais ta pause. Tu peux pas faire ta pause dans le canapé, tu fais ta pause forcément dehors, donc tu vis dehors quand tu es en van. Le plein air, ouais, oui, c'est ça. Carrément. En fait, je pense que tu vois, tu travailles pendant plusieurs heures sur ton ordinateur, t'en peux plus, t'as peut-être plus l'inspiration, nanana. N'importe qui va te dire, enfin pas n'importe qui, mais un bon conseil à donner, c'est va marcher 1 heure en forêt. Oui. Ça fait trop du bien. Et tu reviens, t'es un peu ressourcé, tu recommences. Mais la plupart des gens, et moi inclus quand je suis en appart, j'ai un peu la flemme, tu vois. Si j'arrête de travailler, je vais plus être sur mon canapé sur Insta. Quand t'es en van, bon, tu peux rester dans ton van sur Insta, mais t'as plus envie de... T'as plus cette impression d'être dehors, quoi qu'il arrive, même quand t'es dans ton van. Et donc, chaque pause, chaque moment est dehors en plein air et te ressource, quoi. Ouais. Non, mais je vois le truc. Je pense que moi, je pense que je suis pas fait pour vivre parce que j'ai pas ce côté aventurier. Je pense qu'il faut tester. J'ai 2 vannes, hein. Il y en a un qui t'attend. Oui, mais si c'est juste pour dormir une nuit, tu te rends pas compte de ce que ça représente sur un week-end jours. Déjà, tu le vois bien, hein, parce qu'un week-end, il faut quand même que tu fasses attention à l'eau, il faut quand même que tu ailles faire caca dans la nature, tu vois. Il y a quand même des petits trucs en 2 jours, tu arrives à te rendre compte facilement. Et j'aimerais vraiment vivre cette expérience avec toi. Bon, on va essayer. Attention, tu vas m'entendre aller, je pense. Non, mais j'essaierai de faire un effort. Ça peut être intéressant. En tout cas, les effets positifs, je les vois et j'en ai envie. Mais après, je sais qu'il y a des côtés qui sont pas faits pour moi. Il y a vraiment des côtés difficiles à vivre. En fait, il faut réussir à vraiment bien profiter du côté positif. Ouais. C'est-à-dire être dans des beaux endroits et tout. Il faut être aventurier. Ouais. Et puis, oui. Faut aimer aussi... Le dormir, il y a du bruit, il y a de la lumière, il y a plein de trucs comme ça. Il faut pas que ça dérange. Et alors, en plus, d'ailleurs, tiens, j'en profite parce que j'allais changer de thème juste après, mais en plus, toi, la complication entre guillemets, parce que c'est toi qui l'as choisi, c'est que tu as 2 animaux tout le temps avec toi. Oui. Léa et Padmé. Oui. Une chienne et une chatte. Oui. Et j'en parle parce que ça. Oui, ça complique. Honnêtement, ça complique beaucoup la chose. Ça complique pas trop parce que j'ai la chance. Mon copain, il vit avec moi en van avec nous, et il est développeur web, donc lui pour le coup, il a très peu de rendez-vous clients, etc. C'est en visio, donc il est quand même assez dispo. Tu vois, quand moi j'ai un mariage, lui il est dans le van, il s'occupe d'elle. Donc, mais par contre, je me dis souvent que vivre solo en van avec des animaux, ce serait vraiment très compliqué. En particulier en étant photographe, en ayant des shootings à faire, etc. quoi. Après, elles sont avec nous depuis petites. Genre, la chienne, elle vient en shooting avec moi, pas tout le temps, mais souvent, elle est très cool et tout. Donc, je pourrais faire ça. La chatte, ce serait peut-être un petit peu plus compliqué à gérer. Mais c'est vrai que d'être 2, ça facilite vraiment beaucoup, beaucoup la chose.
Ouais. Des fois, quand on est séparés pour le boulot, je vis plus mal mes journées que quand... Ouais, je vois. Ouais. Bah déjà, ça te bouleverse tu vois, l'organisation. Regarde, rien que là, si Julien il n'était pas en train de les garder, il fait, je pense, 30 degrés aujourd'hui, je les laisserais pas dans le van. Donc la chienne, elle serait avec moi couchée, ça irait. Elle nous aurait peut-être un petit peu embêtés de temps en temps. Ouais. La chatte, elle est hyper cool aussi, mais c'est plus compliqué à gérer, un chat, je trouve. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Il fait pas forcément ce que tu dis. Puis c'est moins cool pour elle aussi. En fait, tu vois, la chienne, je culpabilise pas de... Là, si elle aurait été trop heureuse d'être avec nous, je la connais, Évidemment. Tu vois, elle est trop contente de me suivre partout, et même s'il faut qu'elle passe 2 heures couchée quelque part, ça va. La chatte, je culpabilise trop si je lui gâche une journée où elle pourrait être dans la nature à chasser les papillons. Ou à dormir 4 heures sous le van. Ouais, c'est ça. Fou, oui. Bah oui, tu vois. Donc ouais. Okay. C'est une organisation. Je le conseille pas à quelqu'un qui a un boulot et qui vit en van et qui est tout seul. Oui. C'est un peu dur. Aussi important de le dire. Ouais. Faut s'en rendre compte. Ouais. Mais par contre, si c'est pour voyager, franchement, n'hésitez pas. Parce que tu vois, il y a des gens qui hésitent. Et j'avais fait une petite campagne avec une copine justement pour l'abandon des animaux en début d'été. Et je pense que je suis le parfait exemple pour me dire, franchement, voyager avec vos animaux, c'est faisable. Enfin, oui. C'est trop bien de découvrir de nouveaux endroits avec elle. Et vraiment, la chienne, encore une fois, c'est facile. Mais genre la chatte, la dernière fois, j'avais un mariage au Portugal. Et elle a passé 4 jours dans la forêt au Portugal, trop heureuse. Et je pense qu'elle kiffe sa vie, j'espère. Je pense. Eh bien, écoute, on va changer de thème et on va se refocus un peu sur la photo. Et en parlant des workshops, parce que tu fais des workshops, ou je ne sais pas si tu appelles ça des workshops, mais en tout cas, tu proposes des formations photo. Oui. Alors, comment ça fonctionne ? On n'en a jamais vraiment discuté d'ailleurs, toi et moi. C'est vrai. J'ai deux publics très différents et du coup 2 offres très différentes. D'accord. J'ai le public amateur, donc je fais des ateliers pour les... Alors, je dis public amateur, mais j'ai pas mal de photographes pro débutants qui quand même viennent les faire, mais c'est orienté amateur. Donc c'est des ateliers d'une demi-journée et avec donc j'ai 3 thèmes. Il y a les premiers, c'est vraiment la base avec les réglages, apprendre à se servir de son appareil photo, etc. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient des très bons appareils, parce que maintenant en plus ils sont assez accessibles. Les entrées de gamme, ils sont très... Enfin, ils font des très bonnes choses, mais des entrées de gamme qui sont plus vraiment des entrées de gamme. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est trop dommage de s'en servir en mode auto. Donc ces ateliers sont vraiment destinés à exploiter pleinement son appareil photo. Ok. Et ensuite, un qui est plus orienté, on va dire, gestion de la lumière, composition, émotion, tout ce qui va être plus le côté esthétique. L'autre, c'est beaucoup plus technique. Ouais. Donc, à chaque fois, c'est des demi-journées. Et le dernier en date que j'ai lancé cette année, qui marche vraiment bien, je suis contente, c'est sur la retouche. Et donc là, c'est une demi-journée pour apprendre à se servir de Lightroom. Du coup, tu vois, lui, par contre, j'ai eu pas mal de photographes pros quand même qui l'ont fait. Alors que c'est vraiment aussi avec les bases de Lightroom, donc n'importe qui peut le faire. Et j'aime bien parce que souvent en atelier, c'est un groupe de 5-6 personnes. J'ai des fois des gens qui viennent et qui font que des photos avec leur téléphone. Donc c'est chouette, on apprend à retoucher aussi les photos faites avec son téléphone et tout. Donc ça, c'est la partie plus destinée aux amateurs. Et après, j'ai une offre pour les photographes pros, où là, c'est des sessions de mentoring où c'est que en individuel. D'accord. Mais c'est beaucoup plus orienté business que photo. Oui, parce qu'ils viennent, ils savent déjà faire des Complètement, photos. On parle vraiment peu de technique. Après, on parle souvent de la lumière parce que c'est un truc particulier dans mon travail, mais dans le travail de tous les photographes, je pense. Oui. Mais c'est beaucoup plus orienté, communication, organisation, workflow, tout ça. Ok. Donc, ouais. Et ça fait combien de temps que tu en fais ? Les ateliers, je sais pas, ça doit faire 4 ans peut-être, ça fait longtemps. Les ateliers pour les amateurs. Ouais. Et les sessions mentoring, ça doit faire peut-être 2 ans, je pense, 2-3 ans. Non, c'était avant le Covid. J'ai vraiment le Covid, mais il m'a perdu dans l'espace temporel. Ouais, c'est ça. Il y a une faille spatio-temporelle. Parce que tu vois, toutes ces... les ateliers, ça fait vraiment longtemps pour amateurs, mais les sessions mentoring, je sais que je les faisais avant parce que quand le Covid s'est pointé, j'ai transformé les rendez-vous que je faisais normalement en réel, en visio. Et oui. Donc ça fait plus longtemps que le Covid n'est apparu. Alors justement, comment tu t'organises ? Parce que tu es en van, tu n'es pas forcément là où les gens sont. Comment tu organises des workshops en présentiel ?
Du coup, alors c'est particulier. L'atelier numéro 1, qui est les réglages de son appareil, soit je le fais en individuel en visio. Ouais. J'ai eu un petit peu peur, et c'est pareil, c'est grâce le Covid a apporté quand même pas mal de trucs positifs dans mon métier. Et non, mais c'est vrai, il faut le reconnaître. Hein. Enfin, disons qu'il faut tirer le positif de périodes compliquées. Et donc ces ateliers-là, avant, je les faisais qu'en groupe de 6 personnes, dans une boutique à Toulouse, parce que j'étais à Toulouse avant. Et le truc, c'est que chacun arrive avec son appareil de marques différentes. Donc je manipule beaucoup les appareils des personnes pour trouver où sont les trucs et tout. Donc maintenant, je commence à avoir une vision d'ensemble de certaines marques où il faut aller dans les menus pour changer les ISO. C'est terrible. La première fois que j'ai eu un Fuji, j'étais en mode « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Après, j'ai compris que c'était la logique de l'argentique. Je me suis dit « Ça va ». Mais du coup, donc ceux-là, je les ai transformés en ateliers individuels en visio, parce que je peux pas me permettre d'avoir 6 personnes avec des appareils différents en visio, c'est hyper galère. Avec une personne, ça va, j'ai le manuel ouvert en plus, donc dès qu'elle trouve pas un truc, moi je fais une recherche sur le PDF et je lui dis c'est là où tu peux le trouver, donc ça, c'est hyper fluide. C'est fou ce que tu me dis, parce que je me dis mais la personne peut pas lire le mode d'emploi du coup, parce que c'est pour ce genre de questions. Il y a des modes d'emploi tellement obscur. C'est vrai. Franchement, que moi, parce que je les ai à chaque fois en fait en atelier. Je télécharge avant le mode d'emploi de chaque appareil, comme ça vraiment pour être rapide si on trouve pas un truc. Et des fois je lis, je me dis mais qu'est-ce qu'ils disent ? Et je me dis mais si moi je suis comme ça devant le manuel, mais la personne qui vient d'acheter son premier appareil photo, mais elle doit être perdue. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai acheté un vieil appareil des années 60, un Pentax, et le mode d'emploi, je l'ai téléchargé. Et direct, première page, ils disent « Si vous êtes là, c'est parce que vous savez faire de la photo. » Ah ouais. Ok. Donc ici, on va juste balayer les détails techniques de l'appareil. Je pense qu'il y a des fabricants, et inversement, il y a des fabricants, ils ont des manuels qui sont limite un livre pour apprendre à faire la photo, qui t'apprennent la profondeur de champ et tout, qui t'expliquent. Ça, c'est vraiment chouette. Enfin, moi, je sais que j'ai appris les rudiments de la photo. Le premier truc qui m'a appris les rudiments de la photo, c'était de lire le manuel de C'était un EOS 500D. Ouais. Et pour le coup, je pense que le manuel était bien fait, parce que je l'ai lu de A à Z comme un livre. Et ça m'a appris plein de choses. Et après, j'ai continué à me former sur d'autres supports. Mais d'une manière générale, pour avoir bidouillé pas mal d'appareils différents, les modes d'emploi des appareils plus grand public ou entrée de gamme, ils sont en général un peu plus familial. Par contre, les appareils pro, c'est vénère. C'est le PDF technique. Alors là, il y a beaucoup de gens qui maintenant achètent des appareils pro et qui ne savent pas du tout s'en servir. Je le vois en mariage. Je repère vite les invités avec des gros réflexes, ou maintenant je dis réflexes, mais il y a beaucoup d'hybrides, où je sais qu'ils vont peut-être potentiellement m'embêter, donc je les repère de loin. Et je jette un œil sur le mode, et je vois vite s'ils sont en mode automatique. Je vais les voir en disant vous ferez attention, vous vous mettrez sur le côté et vous arrêterez de prendre des photos, parce que je sais qu'elles vont être pourries. Et inversement, si je vois qu'ils sont en mode manuel déjà, et que à chaque fois qu'ils prennent une photo, ils sont pas en train de regarder, de dire pourquoi ça a pas marché. Tu les repères tellement, les gens qui voilà. Et du coup, eux, je sais que potentiellement en plus ils vont pas m'embêter parce qu'ils respectent plus le travail. Mais il y a énormément de gens qui achètent des appareils haut de gamme et qui savent pas s'en servir, qui estiment qu'en se mettant sur le mode auto, ça va être cool. Et souvent, c'est l'inverse, parce que, je trouve, je fais une généralité, ça se vérifiera peut-être pas dans tous les cas, mais je trouve qu'un appareil amateur, comme il est beaucoup plus destiné à être en mode auto, ils ont bien calculé tout. Ils ont fait un mode auto très, je sais pas comment dire, très performant. Cool. De toute façon, tu le vois sur les téléphones aussi, qui font des photos hyper saturées et tout. Et inversement, sur des appareils pro, j'ai l'impression que peut-être ils sont moins attardés sur le mode auto, et que ça va faire des photos un petit peu ternes. Il est moins mis en avant, mais il est performant en général. J'ai l'impression que les gens, ils galèrent un peu. T'as plus de bases de calcul, t'as les pros maintenant dans les appareils pro qui sont quand même lourds. Mais c'est juste qu'on l'utilise pas, le mode auto. Ils sont pas faits pour, en vérité. Je me rappelle le contrat au Canada, le gars qui m'a embauché, je me rappelle qu'il m'avait dit que l'année d'avant, quand il avait fait, parce qu'il faisait le voyage chaque année, il avait pris un super appareil, et en fait il était deg parce que à la fin ils avaient fait un album qu'avec les photos du téléphone d'un des gars qui était là. Et après c'est pas une question de performance technique pour le coup, là je pense que c'est vraiment aussi la retouche que fait l'appareil direct.
Les téléphones saturent vachement, etc. Il y a beaucoup de process software sur les téléphones. Donc c'est plus le après qui fait que la photo, elle rend super bien directement, plus que sur un appareil. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui me font cette réflexion, quoi, qui ont acheté un super appareil et qui au final ne le sortent pas parce que en fait, quand ils font une photo avec leur téléphone, c'est plus joli. Parce qu'il faut savoir retravailler les fichiers sortis d'appareil. Complètement. Donc, et du coup, t'en fais, je reviens sur tes workshops, mais t'en fais combien par an? Est-ce qu'il y a une période dans l'année, parce que j'imagine que pendant que tu fais des mariages, tu vas pas t'amuser à faire des workshops. L'été, c'est plus difficile. J'essaye parce que j'ai quand même de la demande. Parce que comme c'est des demi-journées, les gens ils sont en vacances et tout. Donc j'essaie d'en faire. C'est vraiment pas régulier, surtout à cause des 2 années qu'on vient de passer. Et pareil, les ateliers en présentiel, en fait, c'était calqué sur les règles qu'il y avait pour les ERP, les bars et tout. Donc quand les bars étaient fermés, les restos, je pouvais pas accueillir des gens moi non plus. Donc je saurais pas trop te dire, mais je pense que j'en fais minimum 1 fois par trimestre quand c'est en groupe, puisque c'est moi qui annonce les dates, et après en individuel, puisque du coup en visio tu peux faire en individuel. J'en fais dès qu'on me demande, donc ça peut être je pense 1 fois par mois au moins. Tu préfères en présentiel quand même ou pas forcément? Non, franchement j'aime vraiment bien la visio. Le truc, c'est que c'est pas comparable. Disons qu'en visio, comme je suis en tête-à-tête, j'aime bien parce que je peux vraiment aller là où la personne veut. Parce que tu vois, souvent, j'ai aussi des pros qui ont besoin de savoir faire des photos pour leur Insta. Donc, par exemple, si la dernière fois, j'avais une créatrice de bijoux, et c'était hyper cool parce qu'on axait vachement l'atelier sur comment mettre en valeur ses bijoux. Parce que je savais que c'était pas dehors ses enfants qu'elle allait prendre en photo, c'était en studio ses bijoux et tout. Donc c'est beaucoup plus personnalisé, donc c'est chouette. Mais après, il y a un côté dommage parce qu'il y a moins d'échanges entre les personnes qui... Des fois, peut-être quelqu'un va poser une question que la réponse va intéresser tout le monde, mais il ne pensait pas forcément poser la question. Donc vraiment, les deux ont leur avantage. Et l'atelier retouche que je fais, il est que en visio parce que forcément, il faut que tout le monde soit sur son ordinateur en même temps. Et c'était impossible d'amener des personnes en présentiel. Il fallait avoir un portable, etc. Donc, je fais que en visio. Et c'est chouette parce que tu peux partager ton écran. Enfin, c'est quand même... Ouais. Oh, les logiciels sont bien vénères là, sur les visioconférences. C'est pratique et facile. Complètement. Ok. On arrive bientôt à la fin du podcast. J'aimerais juste... avant d'évoquer l'avenir avec toi, parler d'Instagram. Ça, c'est le thème que j'aime beaucoup évoquer à chaque fois avec tous mes invités. Est-ce que c'est une plateforme sur laquelle tu t'épanouis? Oui. Ok. Vraiment. Pourquoi déjà, mon Instagram, il est les abonnements, enfin les gens à qui je suis abonnée, c'est que des personnes inspirantes. J'utilise pas l'Instagram mon perso, donc d'ailleurs tu le sais, je crois que pendant longtemps je n'ai pas été abonnée à ton compte. Je l'avais pris extrêmement mal que tu te désabonnes de moi. Je t'ai fait la guerre pendant 1 an, je crois. Ouais, pour que je me réabonne. J'ai attendu d'être sensible à ton art. Alors, j'avoue que j'ai changé de style entre-temps. Mais... Parce que déjà tu t'es mis à la photo tard. Oui. Et les débuts en photo, c'était compliqué. Pas mon style. Oui. C'était pas ce que j'aime. Du coup, Tom ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas abonnée à lui. Mais vraiment, j'ai pas mes amis sur Instagram. J'ai que des photographes qui m'inspirent. Donc, c'est du bon temps que je passe à scroller et à plaisir des yeux. Et en plus, j'estime que c'est aussi utile dans ma pratique pour voilà, c'est de l'inspiration, comme on dit. C'est pas calculé, enfin je m'en rends pas compte. Ok, moi j'ai un bémol à dire à ça. Dis-moi. Mais en fait, Instagram, la façon dont c'est foutu, tout ce que tu vas liker, tous les posts sur lesquels tu vas interagir, il va emmagasiner des informations et qui fait que toutes les suggestions qu'il va te donner, c'est uniquement des choses qu'il est à peu près sûr que tu vas aimer. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose quand j'ai commencé à acheter des livres photos, des livres de photographes. J'ai commencé à m'intéresser à des photographes qui sont très éloignés de ce que j'aime, qui sont très éloignés de mon style. Ouais. Et j'ai beaucoup plus appris sur la photographie avec ça. Et je trouve qu'Instagram est très dangereux pour le côté inspiration. Parce que tu t'enfermes. Il t'enferme dans une bulle. Oui, c'est vrai. Donc, complètement. C'est pour ça que je l'entends souvent et je comprends le côté Instagram m'inspire et tout ça, mais c'est dangereux. Non, mais c'est vrai que ça te pousse pas forcément à aller plus loin, mais c'est pas quelque chose qui me dérange d'être enfermée dans mon... Dans ta bulle. Ouais. Okay. Ouais. C'est parce que
je me fais pas... je fais pas de mise en scène, je fais pas de l'art. C'est quand même très, très reportage ce que je fais. Oui, mais attends, je Donc, disais pas ça que pour les artistes, oui, c'était une manière générale, même vrai. imagine hors de la photo, des gens qui suivent l'information. Si tu suis l'information... Ouais. Bon, déjà, c'est un peu stupide de suivre l'information sur Instagram, je trouve, mais tu peux être enfermé dans tes propres idées. Ah non, mais par contre, je suis dans... Ah non, mais ça, c'est tellement vrai. J'ai une vision du monde tellement faussée à cause de ça. Oui. Tu vois, genre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'homophobie, plus de... Parce que... Non, mais je me rends compte, même l'écologie et tout, j'ai l'impression que tout le monde est conscient et fait attention. Puis après, je sais pas, il m'arrive un truc et je sors de... Ou alors, je sais pas pourquoi, je tombe sur un compte d'un influenceur de télé-réalité qui a 6 millions d'abonnés et je me dis... Ah, mais en fait, c'est ça le monde. C'est pas le photographe qui a 2000 abonnés qui est beau et qui fait des belles photos et qui fait attention à trier ses déchets. Ouais. Non, c'est des influenceurs qui vont dans des zoos au Qatar. Ouais. Enfin, bref. Et donc, effectivement, je suis complètement fermée dans ma bulle, mais ça m'arrange. Hein. Moi, j'ai envie d'y rester. J'ai pas trop envie de voir qu'il y a des. Ouais, je donc, comprends. c'est pour. Ouais, je reste dans ma bulle. Et pour revenir à ce que je te posais comme question, est-ce qu'il y a des difficultés à être autant présent sur Instagram pour toi? Beaucoup plus qu'avant, où je sais pas, j'avais l'impression que ça se faisait plus naturellement. Maintenant, je galère un peu plus à faire des posts, mais parce que j'ai un peu moins le temps. Peut-être je me suis lassée aussi. Et je fais peut-être plus attention à ce que je poste qu'avant. Et donc, je me prends plus la tête, alors qu'avant, moi. Mais ça me dérange pas forcément. Et après, peut-être moins de retours aussi. Hein. C'est impressionnant, la descente de l'audience, quoi. Il y a plus... Enfin, je dis il n'y a plus personne, c'est faux. Il y a quand même... Il y a de plus en plus de monde. Ouais, voilà. Et puis, mais c'est vrai que quand je vois à quel point mes photos sont plus vues, plus... visibilisées, voilà. Oui. Ouais. Peut-être aussi que c'est ça qui motive moins. Mais je vois beaucoup de choses... de gens qui critiquent, qui sont sur l'algorithme et tout. Enfin, je le vois pas comme ça. Moi. Je trouve que déjà, enfin, c'est un truc qu'on nous a donné, gratuit, c'est pas acquis, c'est pas un service public. Oui. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on critique autant. Enfin, je veux dire, ils sont pas là pour nous rendre service. Il y a un moment... Ils sont là pour gagner de l'argent. Ouais, donc et si ils gagnent plus d'argent en montrant plus des trucs débiles en vidéo, ils ont raison. Enfin, je vois pas pourquoi ils mettraient plus en avant des jolies photos si ça leur fait gagner moins d'argent. Donc je le comprends et ils ont raison. Et après, il y a aussi, il faut réussir à revenir un peu à la réalité, c'est-à-dire que je l'ai dit à un copain il y a pas longtemps qui du coup disait que ces photos elles étaient pas beaucoup vues. Enfin, parce que par rapport à ton nombre d'abonnés, il y a peu de tes abonnés qui voient tes photos. Mais il faut pas se dire je suis dégoûtée, nanana. Il faut se dire ouais, mais déjà, il y a quelqu'un qui a mis... Tu vois, genre... Admettons, ta photo, elle a été montrée à 40 personnes. C'est nul. Tu dis, avant, j'avais 2000 personnes qui voyaient mes photos. Ouais. Mais il faut se dire, non, en fait, c'est juste quelqu'un qui, gratuitement, a pris 40 personnes dans la rue, qui potentiellement, en plus, pourrait aimer ce que tu fais, les a mis dans une pièce et a dit, regardez, c'est la photo de machin, vous aimez. Et peut-être que sur ces 40 personnes, il y a quelqu'un qui va se dire, j'aime trop, j'achète sa photo, ou je vais lui booker une séance. Et bien, c'est une chance. Ça n'arrive nulle part d'avoir gratuitement quelqu'un qui prend 40 personnes et qui les met dans un endroit pour leur montrer ton travail. Donc, même s'il y a moins de personnes qui les voient, il faut se remettre dans la réalité et se dire c'est quand même 40 personnes. C'est quand même une pièce entière de personnes qui voient ton travail et c'est cool. Ouais, c'est fou. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que même encore aujourd'hui, avec Instagram, tu touches des gens que tu toucherais pas de toute façon si Instagram n'existait pas. Ouais. Faut se rendre compte que pour être exposé, publié avant Instagram, c'était pas du tout la même limonade. Donc c'est du bonus. C'est du bonus. Et même si l'audience est descendue de ces dernières années, ça reste quand même plusieurs personnes qui voient tes photos et c'est cool. Ouais. Donc, et alors moi, j'aimerais revenir sur un truc parce que j'entends depuis que le PDG de Instagram a décidé de mettre... Enfin, il a même pas dit clairement comme ça, parce que moi j'ai vu son communiqué de presse et il a même pas dit clairement qu'il allait mettre la vidéo plus en avant. Il a juste dit que la vidéo allait prendre de plus en plus de part. Et alors à partir de là, j'ai vu un nombre incalculable de chaînes YouTube, de posts Instagram. Mon Dieu, les photographes, on est foutus. Et en fait, Instagram, ça n'a jamais été une plateforme pour les photographes.
C'est un blog personnel, c'est Instagram. C'est un réseau social comme Facebook. C'est comme si on se plaignait parce que Facebook, il mettait pas en avant les belles photos. C'était pour connecter les gens. Je pense que je trouve que c'est... en tout cas, c'est mon avis. C'est faire preuve de peu de visibilité sur ce que représente Instagram, parce que dans Instagram, il y a plein d'activités différentes. Il n'y a pas que la photographie, il y a les cuisines. Et d'ailleurs, tu vois, je trouve que... Si on prend le côté professionnel d'Instagram, ça va être... parce que c'est ça, en fait. Eux, ils se font de l'argent parce que tu vends des produits sur leur plateforme aussi, entre guillemets. Et tu vends tout. Donc, tu peux vendre des jolies voitures, mais tu vends de la photo aussi. Et si pour vendre de la photo, il faut faire des vidéos, c'est normal aussi. Enfin, en fait, c'est de la pub. Donc, même si c'est de la pub gratuite, ce qui est vraiment cool, il ne faut pas l'oublier, parce que j'ai l'impression que tout le monde oublie que c'est gratuit. Donc, il faut arrêter de se plaindre d'un truc qu'on vous donne. Si pour mettre en avant mes photos, il faut que je fasse une vidéo backstage pour montrer qu'avec ce contexte-là, j'ai réussi à faire cette photo, oui, c'est le jeu, c'est de la pub. C'est pas une expo. Moi, je le vois comme ça. Je le vois comme une expo parce que je me fais plaisir à dérouler le feed et à regarder des jolies photos comme j'irais à une expo, mais parce que c'est mon utilisation. Mais c'est pas le cœur d'Instagram, ouais. Complètement. Donc, et juste pour finir avec Instagram, est-ce que depuis le temps que tu es sur Instagram, est-ce que tu as eu à ce moment-là, comme tous les artistes ou artisans ou peu importe, ce côté mal-être par l'effet de comparaison Non. Non, vraiment. L'effet de comparaison est lié, mais il est dans l'inspiration où je me dis waouh, mais comment ils arrivent à faire ça, etc. Donc, pas de comparaison mal-être. Et si on prend plus en dehors de la photo, genre le quotidien, non, c'est pas. Tu vois, je pense que ce serait pas impossible qu'Instagram il ait influencé ma décision de vivre en van parce que tu as justement ces comptes inspirants qui donnent envie. Et si tu te trompes pas, c'est ce qu'il te faut aussi. Donc, voilà, après, tu découvres peut-être des choses qu'on ne montre pas sur Instagram, mais c'est bien d'essayer. Et si ça ne te va pas, t'arrêtes. Tu continues pas pour faire la photo Instagram. Mais non. Ça, c'est ce que tu te dis. Je suis d'accord avec toi. Mais il y en a qui, quand même, s'accrochent malgré tout, même en ayant un mal-être. Et qui, du coup, se comparent. Moi, je sais que j'ai jamais eu... Mais tu vois, le blog, c'est pareil. Quand je l'ai créé, donc s'il n'y avait pas aucun marché de l'influence, il n'y avait pas tout ça autour des blogs et des réseaux sociaux. Il n'y avait même pas Instagram, je crois, quand j'ai lancé le blog. Et c'était, par exemple, si je montrais un voyage ou un resto ou quelque chose que j'avais fait, c'était pas... Comme moi, mon but, c'est pas... regardez ma vie, elle est trop chouette. C'est plus, regardez cet endroit, il est trop beau, allez-y. Ou regardez ce resto, il est trop bon, allez-y. Quand quelqu'un me montre inversement sa vie, je le vois pas comme si... tu vois, si on prend le cliché, si quelqu'un est en train de poster une super photo sur une plage avec l'eau turquoise, je me dis pas, ça me fait râler. Je me dis, il est où ? Peut-être que si je travaille bien, je pourrais me payer un voyage comme ça. Enfin, je le vois plus comme ça. Donc, c'est bien de le voir comme ça. Ouais. C'est bien. Peut-être parce que aussi, on fait partie de ces générations qui sont arrivées sur Instagram en n'étant pas trop jeunes. Ouais. Je pense que ça fait moi, je fais partie de ceux qui disent qu'Instagram a fait énormément de mal à la société et la nouvelle génération, ceux qui sont juste après nous. Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais plus pour le côté tout ce qui est filtre, image de soi. Ça en fait partie, mais j'englobe. Oui. En fait, je veux parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Il y a plein de sujets à l'intérieur d'Instagram qui sont très nocifs. Ça en fait partie. Il y a ce que je te disais avec les bulles d'influence qui sont extrêmement nocives. Mais bon, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est un podcast sur Instagram. En tout cas, faut le prendre. Non, ça me passionne. Oui. Mais en tout cas, j'ai eu ton avis et en plus, je le partage. Donc, ok. Cool. Écoute, on est arrivé à la fin du podcast. Du coup, c'est quoi tes prochaines actualités en photographie, disons, ou pas que? Là, je finis ma saison. Du coup, je finis ma saison mi-octobre, donc je suis encore focus sur les mariages. Ouais. Et après ça, comme je disais, j'ai arrêté les réservations parce que j'aimerais vraiment partir... j'espère encore, c'est après peut-être cet hiver plus loin avec le van. L'avantage, c'est que peut-être je vais du coup moins faire de shooting, mais
Donc ouais, je crois que je termine mon dernier contrat, ça doit être fin novembre. Et... De mariage ? Non, mariage c'est mi-octobre et après j'ai le trek là au Maroc en novembre d'accord. normalement et tout. Un shooting mode avant. Enfin, j'ai des gros contrats que je peux pas à qui je peux pas dire non, c'est des clients réguliers et que j'ai envie de faire en plus. Hein. Mais voilà, donc je m'arrête novembre et après j'aimerais vraiment repartir voyager et du coup, je pense aussi qu'il y a la photo perso qui me manque parce que je travaille que pour les ads, donc j'ai vraiment envie de faire des photos pour moi. Moi, je commençais à m'inquiéter parce que je te voyais plus voyager. Alors, je sais, il y a le Covid, mais quand même, je me disais, mais oui. c'est étrange. Te connaissant depuis des années, je te voyais tout le temps à droite, à gauche, partout dans le monde. Ouais, je m'y suis faite. Hein. Enfin, je veux dire, ça, je l'ai pas mal vécu, mais c'est vrai que là, je me dis, bon, il faut que je me bouge et que je reprenne parce que c'est ça qui me fait vibrer aussi. Donc tout ça, et puis je vais et d'ailleurs et voilà, ce que je voulais dire c'est que si je pars à l'étranger en tout cas, j'arrêterai sûrement les shootings peut-être sur place, j'aime bien des fois trouver des gens à prendre en photo, mais l'avantage c'est que je pourrais continuer les ateliers en visio. Et donc ça par contre, je pense que cet hiver, vu que j'ai pas pu en faire beaucoup et qu'il y a quand même pas mal de demandes, je vais essayer d'en faire pas mal cet hiver pour satisfaire tout le monde. En tout cas, on peut te retrouver, tu as tout centralisé via ton site internet. On peut acheter des tirages ? Oui, il y a un shop. On peut faire, du coup, s'inscrire pour des workshops ? Tout à fait. Ouais. Tout se passe sur le site ou vraiment il vaut mieux être sur ton Instagram ? J'ai un très très chouette développeur web. Oui. J'ai un site où il y a tout. Non, tout est clair. Et on peut s'inscrire. Après, les ateliers, j'annonce... En fait, il y a beaucoup de demandes. Du coup, les ateliers, il ne faut vraiment pas hésiter à me dire si on a envie d'en faire. Parce que j'ai une liste d'attente qui fait que j'annonce les dates 48 heures à l'avance à cette liste. Et s'il reste des places, je le poste sur les réseaux sociaux, mais c'est assez rare qu'il reste des places. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire en amont. Et comme ça, vous êtes tenu au courant avant les dates sur les réseaux sociaux. Parfait. En tout cas, j'invite les gens à venir voir ton compte Instagram parce que je pense que c'est là où tu es le plus présente en direct, on va dire. Et bien sûr, allez consulter ton site internet pour avoir toutes les informations, puisqu'il est bien fait. Oui. Écoute, alors juste avant de terminer, j'en profite pour dire à nos chers auditeurs que si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et à noter le podcast selon la plateforme sur laquelle vous êtes. C'est tout à fait possible. Je vous remercie par avance. Merci Émilie d'avoir accepté cette invitation à discuter avec moi. Je t'en prie. Et en attendant un prochain épisode, je vous fais des zoubis.